Les mains de Matthew Harding tremblaient. Pas de peur, ni à cause de la chaleur de juillet qui lui tapait sur la nuque, mais à cause du morceau de papier déchiré qu'il venait de trouver. Il était dans la toile de jute qui enveloppait la plus petite et la plus immobile des enfants qu'il ait jamais vue de sa vie. L'enfant de personne. Le problème de personne. Laisse-la. Il lut le message 2 fois, puis il le froissa dans son poing, serra la petite fille contre sa poitrine et fit demi-tour vers sa maison. Si cette histoire vous touche déjà, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche de notification et suivez-nous jusqu'au tout dernier mot. Et laissez un commentaire pour nous dire de quelle ville vous nous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire peut voyager. L'été de 1874 avait été le plus cruel dont Matthew Harding pouvait se souvenir. Et il avait survécu à une guerre, ce qui n'était pas peu dire. L'herbe de ses terres avait jauni dès la mi-juin. Le ruisseau qui longeait de la bordure et de sa propriété s'était réduit à un filet boueux. C'était à peine suffisant pour abreuver les chevaux. La ville de Dillard's Crossing, à 7 miles au sud, était en alerte canicule depuis 3 semaines d'affilée. Concrètement, ça ne changeait rien, sauf que les gens étaient devenus plus méchants que d'habitude. Les nerfs à vif, les langues acérées et moins de patience pour tout ce qui leur demandait un effort. Matthew était parti à cheval ce matin-là avant le lever du soleil. Il voulait vérifier la clôture le long du pâturage nord. Une section près du vieux peuplier s'affaissait depuis une semaine. Il avait repoussé la réparation, comme un homme repousse les choses quand personne ne l'attend à la maison. Pas d'urgence, aucune raison de se presser. Juste la clôture, la chaleur et la longue étendue de terre qui se fichait bien qu'il la répare aujourd'hui ou à l'automne. Il avait failli la manquer. Elle était recroquevillée au pied du poteau de clôture, celui avec le fil de fer rouillé enroulé 3 fois autour, celui qu'il voulait remplacer depuis l'automne dernier. La toile de jute était du même brun que l'herbe séchée autour d'elle. Si son cheval n'avait pas fait un écart, attirant son attention vers le sol, il serait peut-être passé juste à côté. Il arrêta son cheval et la fixa. L'enfant ne bougeait pas. Il descendit de cheval avant même d'avoir pris la décision consciente de le faire. Ses bottes heurtèrent durement la terre craquelée. Il la rejoignit en 4 longues enjambées. Il s'accroupit à côté d'elle et posa 2 doigts sur le côté de son cou. C'est un geste qu'on apprend quand on a passé assez de temps sur les champs de bataille. Un poule, faible, mais présent. Sa voix sortit rauque, mal assurée. Il n'avait pas beaucoup parlé ces 2 dernières années, sauf à ses chevaux, et parfois au propriétaire du magasin général quand les provisions venaient à manquer. « Hé, petite, tu m'entends? » Rien. Elle était jeune, 7, peut-être 8 ans. C'était difficile à dire avec la saleté et la rougeur de la chaleur sur son visage. Ses cheveux sombres et emmêlés collaient à sa joue. Ses lèvres étaient gercées. Elle portait une robe qui avait dû être bleue, maintenant délavée jusqu'à la couleur d'un vieux ciel. Et elle était 2 tailles trop petites au niveau des épaules. Comme si elle la portait depuis plus longtemps qu'un enfant ne devrait porter une seule robe. La toile de jute avait été pliée autour d'elle comme une couverture, ou comme un colis, comme si quelqu'un l'avait emballée et déposée là. Matthew sentit un frisson le parcourir malgré la chaleur. Il retira la toile de jute et c'est là qu'il trouva le mot. Un bout de papier déchiré d'un morceau plus grand, plié une fois. Il le déplia. L'enfant de personne, le problème de personne, laisse-la. L'écriture était soignée, délibérée. La personne qui avait écrit ça n'était pas pressée, elle n'avait pas tremblé. Elle avait pris son temps avec ses mots. Matthew fixa le mot un long moment. Puis il le froissa dans son poing, le glissa dans une poche de sa chemise et passa ses 2 bras sous l'enfant. Elle ne pesait presque rien. Ça le frappa plus durement qu'il ne s'y attendait. Il retourna à la maison en la berçant devant lui. Sa tête contre sa poitrine, sa respiration faible mais régulière. Il garda une main ferme sur son dos et lui parla tout le long du chemin. Pas parce qu'il pensait qu'elle pouvait l'entendre, mais parce que le silence était trop grand et parler empêchait sa propre panique de monter. « Tout va bien, dit-il. Tu m'entends? Tout va bien. Je te tiens. » Elle ne répondit pas. « Je m'appelle Matthew. C'est ma terre. Tu es en sécurité ici. »« Toujours rien. Je vais te donner de l'eau et te sortir de ce soleil. C'est la première chose à faire. Tout le reste peut attendre. » Son cheval, un bail brun nommé Amos, avançait d'un trot régulier. Comme s'il comprenait que la cargaison était fragile. Matthew avait toujours apprécié ça chez Amos.
Le cheval avait une sorte d'intelligence tranquille que la plupart des gens qu'il avait connus n'avaient jamais eue. Il la fit entrer, l'allongea sur le canapé du salon, celui sur lequel il avait cessé de s'asseoir après la mort d'Eleanor, parce qu'il sentait encore faiblement son parfum. Et il alla chercher de l'eau. Il apporta une tasse en étain et un chiffon. Il versa quelques gouttes prudentes entre les lèvres de l'enfant, et il pressa le chiffon humide sur son front. Il fallut près d'une heure, mais elle revint à elle. Ses yeux s'ouvrirent, marron foncé, presque noirs. Ils se fixèrent sur lui avec une expression qui n'était pas exactement de la peur. C'était quelque chose de plus exercé que la peur. C'était le regard vide et prudent d'un enfant qui avait appris à ne pas trop en montrer. La voilà, dit doucement Matthew. Il resta où il était, accroupi sur un genou à côté du canapé pour ne pas la dominer. Vas-y doucement. Tu es à l'intérieur. Tu es en sécurité. Elle ne parla pas. Peux-tu me dire ton nom? Ses yeux parcoururent la pièce, faisant l'inventaire. Il comprit. Elle vérifiait les sorties, notant la distance entre elle et la porte. Il avait vu des soldats faire la même chose après trop de mois sur le terrain. « Je ne te ferai pas de mal, dit-il, je te le promets. » Son regard revint sur lui. Elle étudia son visage un instant avec ses yeux sombres et prudents. Puis elle dit, à peine plus fort qu'un murmure. « Lily. » Lily? Il hocha la tête. C'est un joli nom. « As-tu faim, Lily? » Une pause, puis le plus petit hochement de tête qu'il ait jamais vu. « D'accord. » Il se releva. « Laisse-moi voir ce que j'ai. » Il avait du pain de maïs d'il y a 2 jours, encore bon, et une marmite de haricots panto qu'il avait préparé ce matin. Il lui apporta une assiette, la posa sur la table basse devant le canapé et recula, lui laissant de l'espace. Elle mangea comme si elle ne l'avait pas fait depuis des jours. Ce qui, il le soupçonnait, était probablement vrai. Il s'assit dans le fauteuil de l'autre côté de la pièce, but son café et ne la fixa pas, même si cela demandait un effort. Il avait des questions. Mon Dieu, il avait des questions. Mais il avait passé assez d'années à apprendre quand il fallait insister et quand il fallait laisser une situation respirer. Quand l'assiette fut à moitié vide, elle ralentit, le regarda. « Vous vivez seul ici? » demanda-t-elle. « Oui. »« Où est-ce votre femme? » La question tomba comme ces questions tombaient toujours, franche et nette, comme une pierre jetée dans une eau calme. « Elle est décédée, dit-il, il y a 2 ans. » Lily réfléchit à cela. « Je suis désolé. »« Merci. » Il tourna sa tasse de café entre ses mains. « D'où viens-tu, Lily? » Le regard prudent revint. « Je ne me souviens pas très bien. Tu ne te souviens pas? » « Pas de tout. » Elle baissa les yeux sur son assiette. Une partie a disparu. Matthew n'insista pas. « Combien de temps es-tu resté près de cette clôture? » « Je ne sais pas. Un jour peut-être. Peut-être plus. » Il y pensa. « Un jour, peut-être plus, sous une chaleur de 100 degrés. »« Qui t'a amené là-bas? » demanda-t-il, en gardant sa voix égale. Elle ne répondit pas pendant un long moment. Puis, un homme et une femme. « Je ne connais pas leur nom. Ils n'étaient pas. » Elle s'arrêta. « Ils n'étaient pas à moi. » Il comprit ce qu'elle voulait dire. Pas ses parents. Pas des gens qui l'avaient revendiqué comme leur. « Ils t'ont laissé ce mot, dit-il. » Sa mâchoire se serra. Elle avait essayé de ne pas trop en montrer, mais ça l'avait touchée. « Qu'est-ce qu'il disait? » demanda-t-elle, bien que sa voix indiquât clairement qu'elle le savait déjà. Matthew pensa à mentir, mais décida qu'elle méritait mieux que ça. Il disait que tu n'étais l'enfant de personne. Il observa son visage. Il disait que tu n'étais le problème de personne. Lily resta silencieuse un long moment. Puis elle dit très prudemment, comme si elle s'était entraînée à garder sa voix stable. « Est-ce que vous croyez ça? » Matthew posa sa tasse de café. Il la regarda dans les yeux. « Non, dit-il, je ne le crois pas. » Il lui donna l'ancienne chambre d'Eleanor, la petite à l'arrière de la maison avec la fenêtre qui donnait à l'est. Il l'avait gardée propre sans vraiment le vouloir. Un instinct en lui refusait de la laisser à la poussière et au désordre. Il mit de l'eau fraîche dans la bassine, trouva un pain de savon et sortit une des vieilles chemises de nuit d'Eleanor du coffre en cèdre. Elle était énorme sur Lily, mais elle était propre et douce, et il se dit que c'était plus important. « Tu peux dormir aussi longtemps que tu en as besoin, » lui dit-il depuis le seuil de la porte. « Je serai debout avant l'aube, mais je ne ferai pas de bruit. »« Monsieur Harding? »« Matthew, » dit-il. Elle hésita à cela, comme si l'utilisation d'un prénom était quelque chose qu'elle devait mériter et qu'elle n'était pas sûre d'avoir encore mérité. « Matthew, pourquoi m'aidez-vous? »
Il pensa aux mots dans la poche de sa chemise. Il pensa à la façon dont elle ne pesait rien. Il eut un rire las. Il pensait au regard vide et exercé dans ses yeux, un regard qu'aucun enfant de son âge ne devrait savoir faire. Parce que quelqu'un devait le faire, dit-il. Il ferma la porte à moitié et retourna à la cuisine. Il ne dormit pas beaucoup cette nuit-là. Il s'assit sur le porche dans le noir et écouta la chaleur sèche s'installer sur la terre. Les grillons travaillaient d'arrache-pied, le son lointain du bétail bougeant dans le pâturage sud. Il sortit le mot de sa poche et le relut à la faible lueur de la lune. L'enfant de personne, le problème de personne. Laisse-la. Il pensa à la guerre. Il pensa aux choses dont les hommes étaient incapables. La cruauté désinvolte, l'abandon facile de tout ce qui était gênant. Il avait vu des hommes abandonner leurs blessés. Il avait vu des hommes détourner le regard quand cela ne leur coûtait rien d'autre qu'un instant de conscience. Il avait été cet homme lui-même une fois, il y a longtemps, avant que la guerre ne prenne tout ce qu'il y avait de doux en lui et ne le renvoie plus dur, plus froid et plus efficace. Il avait passé 2 ans sur cette terre à se demander si l'homme qu'il était avant la guerre valait la peine d'être retrouvé, ou s'il s'était toujours menti sur qui il était vraiment. Il plia le mot et le déchira en deux, puis encore en deux. Puis il posa les morceaux sur la balustrade du porche et laissa le vent de la nuit les emporter. Elle fut debout plus tôt qu'il ne s'y attendait. Il était dans la cuisine en train d'allumer un feu dans le poêle quand il entendit ses pas légers. Et puis elle était là, dans l'embrasure de la porte de la cuisine, portant toujours la chemise de nuit trop grande d'Eleanor, ses cheveux sombres détachés sur ses épaules. Elle s'était lavé le visage. La rougeur de la chaleur avait disparu. Sans la saleté et la déshydratation, elle paraissait plus jeune et plus vieille à la fois, comme le sont parfois les choses abîmées. « Je peux aider ?» demanda-t-elle. Il la regarda. « Tu n'es pas obligé. »« Je sais. » Elle ne bougea pas de l'embrasure de la porte. « Je veux te le faire. » Il désigna du menton le panier près de la porte arrière. « Il y a des œufs. Les poules sont derrière si tu sais ce que tu fais. » « Je sais ce que je fais. » Elle sortit par la porte arrière sans un mot de plus. Il resta dans la cuisine et écouta la porte moustiquaire claquer derrière elle. Et pour la première fois en 2 ans, le bruit d'une autre personne se déplaçant dans sa maison ne lui parut pas être une intrusion. Ils prirent leur petit déjeuner sans beaucoup parler, ce qui leur convenait à tous les deux. Apparemment, elle mangeait plus soigneusement cette fois, moins désespérément, plus délibérément. Et il remarqua qu'elle l'observait du coin de l'œil, le cataloguant toujours, faisant tourner le calcul interne qu'elle faisait depuis qu'elle avait ouvert les yeux sur son canapé. Il était à mi-chemin de sa 2e tasse de café quand elle dit « Vous étiez à la guerre. » Ce n'était pas une question. Il posa la tasse. « Comment le sais-tu? » « La façon dont vous bougez. » Elle le dit simplement, comme si c'était évident, comme si vous vous attendiez toujours à ce que quelque chose vienne de côté. Il la regarda un instant. Fille intelligente, Elle s'arrêta, pinça les lèvres. Quelqu'un m'a dit ça une fois. Quelqu'un qui tenait à toi. Elle ne répondit pas directement. Il y a longtemps, dit-elle finalement. Il n'insista pas, il apprenait le rythme de ses silences, lesquels étaient des murs et lesquels n'étaient que des portes qu'elle devait ouvrir à son propre rythme. « Qu'allez-vous faire de moi ?» demanda-t-elle. Direct, sans détour. « Je n'ai pas encore décidé, » dit-il honnêtement. « Vous allez m'emmener en ville? » Peut-être. Il observa son visage. « Ça te fait peur? » Elle leva légèrement le menton, ce geste contrôlé et prudent qu'il commençait à reconnaître comme sa façon de garder son calme. « Les gens en ville ne veulent pas toujours d'enfants comme moi. Des enfants comme toi, répéta-t-il. Quel genre d'enfant es-tu, Lily? Le genre que personne ne garde. Les mots tombèrent, calmes et plats. Sans théâtralité, sans appel à la sympathie, juste l'énoncé d'un fait observé, livré de la même manière qu'une personne déclare que le ciel est bleu ou que le sol est dur. Comme si elle l'avait dit tant de fois dans sa tête que la douleur s'était usée jusqu'à devenir lisse. Matthew sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Quelque chose qui avait été verrouillé si fort et si longtemps que la sensation était presque inconnue. Pas de la pitié. Il ne pensait pas que c'était de la pitié. C'était quelque chose de plus ancien et de plus têtu que ça. Il se pencha en avant, les coudes sur la table, et la regarda droit dans les yeux. « Je ne connais pas toute ton histoire, dit-il, et tu ne connais pas la mienne, mais je vais te dire quelque chose et j'ai besoin que tu l'entendes.
Il attendit que ses yeux se lèvent et rencontrent les siens. Personne ne t'a laissé sur ma clôture en décidant de ce que tu vaux. Tu me comprends? Ça ne marche pas comme ça. Pas sur cette terre. Sir Lily le fixa un instant. Derrière tout ce vide prudent, quelque chose vacilla. Rapide, sans défense et très jeune. Pourquoi est-ce que ça vous importe? Demanda-t-elle. Parce que j'ai lu ce mot, dit-il, et j'ai décidé qu'il avait tort. Il alla en ville cet après-midi-là. Il se dit que c'était pour des provisions, de la farine, du sel, de l'huile de lampe, des choses qui commençaient à manquer. Ce qui était vrai, mais la vraie raison était l'information. Et il recueillait des informations de la même manière depuis la guerre. Silencieusement, sans annoncer ses intentions, et prêtant attention à ce que les gens disaient quand ils pensaient que plus personne n'écoutait. Le magasin général de Dillard's Crossing était tenu par un homme nommé Harold Pwitt. Il avait 53 ans, était chroniquement méfiant et constitutionnellement incapable de garder quoi que ce soit pour lui. S'il y avait quelque chose à savoir sur ce qui était passé par cette petite ville récemment, Harold le saurait. Matthew attacha Amos à la barre devant, baissa son chapeau contre le soleil et poussa la porte. Harold était derrière le comptoir, en train d'encaisser un rouleau de calicot pour une femme que Matthew ne reconnut pas. Il fit un signe de tête à Matthew. Matthew lui rendit son signe de tête et s'occupa à un rayon de produits secs près de la vitrine, en écoutant. La femme partit. La cloche au-dessus de la porte tinta. Harold appuya ses avant-bras sur le comptoir. « Harding, ça fait un moment qu'on ne vous a pas vu. J'ai été occupé. » Matthew posa un sac de farine sur le comptoir. « Ajoutez du sel. 2 livres. » Harold se pencha sous le comptoir. « Dites donc, il y a eu de l'animation par chez vous? » Matthew garda un visage impassible. « Ah oui? Un couple de voyageurs est passé hier soir. Ils ont dit qu'ils avaient perdu quelque chose. » Harold posa le sel sur le comptoir. « Un enfant. » Matthew ne dit rien. « Une petite fille. » Harold continua en le regardant. Cheveux noirs, elle se serait égarée. Ils étaient terriblement... Il fit une pause, choisissant son mot avec le sens du théâtre d'un homme qui aimait être celui qui avait des nouvelles. Terriblement calme pour des gens qui avaient perdu un enfant. « Calme, dit Matthew, c'est ce que j'ai pensé. » Harold commença à faire le compte de l'achat. Ils n'ont demandé à personne d'organiser une recherche. Et ils ne voulaient pas que le shérif soit impliqué. Ils voulaient juste savoir si quelqu'un avait vu une fille sur les routes au nord de la ville. Il leva les yeux. « Vous n'avez vu aucune fille sur vos routes, n'est-ce que pas, Harding? » Matthew soutint le regard de l'homme pendant 3 bonnes secondes. « Je ne peux pas dire que oui, dit Harold l'étudia. Harold n'était pas un homme stupide, malgré sa langue bien pendue. Puis il hocha la tête lentement et délibérément et nota le chiffre dans son registre. « Ça fera 40 cents. » Matthew paya. Il prit ses marchandises. Il était presque à la porte quand Harold parla de nouveau. Harding. Il s'arrêta. Ces voyageurs. La voix de Harold était plus basse maintenant, prudente. L'un d'eux avait une cicatrice sur la main gauche, une profonde. Comme une lame, pas une balle. Il fit une pause. J'ai déjà vu une cicatrice comme ça, sur des hommes qui sont venus du territoire après la guerre. Des hommes qui faisaient un travail qui n'a pas de nom poli. Matthew ne se retourna pas. J'apprécie l'information, Harold. J'imagine que oui. Un instant. Prenez soin de vous là-bas. Matthew poussa la porte et retourna dans la chaleur. Il détacha Amos et resta là un moment, une main sur le pommeau de la selle, regardant la rue principale de Dillard's Crossing. Les ornières sèches, les devantures de magasins blanchis par le soleil, le ciel bleu dur au-dessus qui pesait sur tout cela. Des hommes qui faisaient un travail qui n'a pas de nom poli. Il se mit en selle et tourna le cheval vers le nord. Elle était assise sur les marches du porche quand il revint, en train d'écosser des haricots dans un bol qu'elle avait trouvé quelque part dans la cuisine. Elle leva les yeux quand il arriva, et il put voir à 30 mètres de distance qu'elle avait surveillé la route. « Vous êtes allé en ville, dit-elle. »« Oui. » Il descendit de cheval et mena Amos vers l'abreuvoir. Elle le suivit avec le bol niché dans le creux de son bras, continuant d'écosser. « J'attendais. »« Des gens te cherchent, dit-il. Ses mains s'immobilisèrent. « Pas des gens bien, ajouta-t-il. Elle resta silencieuse un moment, puis « Allez-vous me renvoyer? » Matthew attacha les rênes d'Amos au poteau et se tourna pour lui faire face. Elle se tenait très droite, le menton levé, le bol serré contre sa poitrine comme un bouclier, préparée, prête pour la réponse qu'on lui avait déjà donnée par d'autres personnes dans d'autres endroits.
Il la regarda un long moment. Non, dit-il. Quelque chose dans son visage changea à peine, juste une fraction, mais il le vit. Alors quoi? Demanda-t-elle. Alors nous allons comprendre à quoi nous avons affaire. Il prit les provisions de sa sacoche de sel ensemble. Lily le regarda. Elle resta silencieuse si longtemps qu'il pensa qu'elle n'allait rien dire du tout. Puis elle se remit à écosser des haricots et dit si bas qu'il faillit ne pas l'entendre par-dessus le bruit de l'eau. Personne ne m'a jamais dit ça avant. Matthew prit ses sacs et se dirigea vers la maison. Eh bien, dit-il, maintenant quelqu'un l'a fait. Les 3 jours suivants passèrent à un rythme qui surprit Matthew. Non pas parce que c'était compliqué, mais parce que ça ne l'était pas. Lily fut debout avant lui le deuxième matin. Il sortit de sa chambre pour trouver le poêle déjà allumé, le café déjà en préparation, et elle assise à la table de la cuisine avec un de ses vieux almanachs ouverts devant elle. Le lisant comme si c'était un roman. Il resta un moment dans l'embrasure de la porte sans rien dire. Elle ne leva pas les yeux. Le café est prêt. Il se versa une tasse et s'assit en face d'elle. Tu dis bien, quelqu'un m'a appris. Elle tourna une page. Il y a longtemps, le même quelqu'un qui t'a dit que tu étais intelligente. Elle fit une pause d'une demi-seconde, si brève qu'il faillit la manquer. Puis elle tourna une autre page. Peut-être. Il but de son café et laissa tomber, mais cela lui resta en tête. Parce que le truc avec Lily, c'est qu'elle était pleine de ces pauses d'une demi-seconde, de minuscules fractures dans la surface soignée qu'elle maintenait, et chacune lui disait quelque chose qu'elle ne disait pas à voix haute. Quelqu'un lui avait appris à lire. Quelqu'un l'avait trouvée intelligente. Quelqu'un, à un moment donné de sa courte vie, avait regardé cet enfant et y avait vu quelque chose qui valait la peine d'investir. Et puis ce quelqu'un avait disparu. Il y pensa beaucoup pendant ses premiers jours. Pas à voix haute, pas d'une manière qu'elle puisse voir, mais il y pensa. Elle aidait sans qu'on le lui demande et sans en faire tout un plat. Elle nourrissait les poules, elle balayait le porche, elle le découvrit seul où il gardait le nécessaire de couture et répara un accroc dans l'ourlet de la vieille robe d'Eleanor. La robe en Vichy bleu qui était la plus proche de sa taille, avec de petits points réguliers qui étaient meilleurs que tout ce qu'il aurait pu faire. Quand il le lui dit, elle haussa les épaules comme si de rien n'était. « Quelqu'un t'a appris ça aussi ?» demanda-t-il. « Beaucoup de quelqu'un, dit-elle, et n'en dit pas plus. » Le soir du 3e jour, il était près de l'abreuvoir pour vérifier la pompe quand il entendit sa voix depuis le porche. Il se redressa et se retourna. Elle parlait à Amos. Le cheval s'était approché de la barrière près des marches, et elle se tenait là, une main posée à plat sur son nez, parlant d'un flot bas et régulier. Trop bas pour que Matthew puisse saisir les mots, juste le ton. Calme, égal et sans hâte. Amos se tenait complètement immobile, ce qui était remarquable, car Amos n'avait laissé personne d'autre que Matthew toucher son visage depuis 3 ans. Matthew resta où il était et ne dit pas un mot. Au bout d'un moment, elle leva les yeux et le vit qui l'observait. Elle ne retira pas sa main. « Il se sent seul, dit-elle. C'est un cheval. Les chevaux se sentent seuls. » Elle caressa le nez d'Amos une fois de plus, puis recula. « Les gens aussi, ça ne veut pas dire qu'ils le disent. » Matthew la regarda. Puis il regarda Amos, qui l'observait avec ce que Matthew ne pouvait décrire que comme une expression accusatrice. « Je m'en souviendrai, dit-il. » Elle rentra à l'intérieur. Matthew resta près de l'abreuvoir et fixa la ligne de clôture jusqu'à ce que la lumière commence à changer. Puis il rentra aussi. Le 4e matin, ils arrivèrent. Matthew les entendit avant de les voir. Des chevaux sur la route du Nord, 2 d'entre eux se déplaçant à une allure tranquille qui était en quelque sorte plus inquiétante que s'ils étaient venus vite. Les hommes pressés étaient faciles à lire. Les hommes qui prenaient leur temps pensaient qu'ils n'avaient pas besoin de se presser. Il était sur le porche quand ils entrèrent dans la cour. 2 hommes. Le premier était grand, pas en taille, mais large d'épaules, avec un visage qui semblait avoir été réarrangé plus d'une fois. Il portait son chapeau bas et sa veste malgré la chaleur, ce qui signifiait qu'il portait quelque chose en dessous, qu'il ne voulait pas qu'on voie tout de suite. Le second était plus mince, plus jeune, avec des yeux pâles qui balayaient la propriété en de courts balayages efficaces. La cicatrice sur sa main gauche était visible même depuis le porche. Profonde, sombre, allant de la jointure au poignet. Matthew se tenait là avec sa tasse de café. Il ne se dirigea pas vers la porte. Il ne regarda pas vers la maison. « Bonjour, dit le grand. Il ne descendit pas de son cheval. « Bonjour. »
Matthew prit une gorgée de café. Il fait chaud. Ils le sont tous à cette période de l'année. Une pause. Le maigre avec la cicatrice faisait toujours l'inventaire de la propriété. Matthew le suivit de sa vision périphérique sans tourner la tête. Nous cherchons quelque chose, dit le grand. Une fille, cheveux noirs, jeune, à peu près de cette taille. Il tint sa main à plat à peu près à la hauteur de la poitrine depuis la selle. Elle s'est égarée par ici. Il y a beaucoup de terrain par ici, dit Matthew. Difficile de garder une trace de tout ce qui s'égare. Le grand homme sourit, le sourire n'atteignit pas ses yeux. N'est-ce que pas sur la vérité? Elle appartient à des gens pour qui nous travaillons. Ils s'inquiètent pour elle. Inquiet, dit Matthew. C'est ça, préoccupé par son bien-être. Matthew but de son café. Il prit de son temps. Quel genre de gens perdent un enfant et ne viennent pas le chercher eux-mêmes? Quelque chose changea dans l'expression du grand homme, juste légèrement, comme une carte retournée face cachée. Le genre qui engage des gens pour s'occuper des choses. On dirait des gens importants, on pourrait dire ça. Matthew posa la tasse de café sur la balustrade du porche. Il se tourna pour leur faire face complètement et mit ses mains sur ses hanches, facile et lâche. La façon dont un homme qui n'a rien à cacher se tient. Aussi la façon dont un homme qui sait exactement à quelle vitesse il peut dégainer s'il le faut se tient. « Je n'ai vu aucun enfant par ici, dit-il. Bonne chance pour votre recherche. » Le maigre parla pour la première fois. Sa voix était calme, presque douce. « Nous aimerions jeter un coup d'œil si ça ne vous dérange pas. »« Ça me dérange, » dit Matthew. Un silence s'installa entre eux, le genre de silence qui a un poids et une température. Les yeux pâles du maigre se fixèrent sur lui et ne bougèrent pas. « Juste un rapide coup d'œil, dit le maigre. Ma réponse est la même. Matthew n'éleva pas de la voix. Il ne bougea pas. Vous entrez sur ma terre sans invitation. Ça devient un autre genre de conversation. Une que je ne pense pas que l'un de nous veuille y avoir si tôt le matin. Un autre long silence. Puis le grand homme bougea dans sa selle et fit claquer sa langue contre son cheval. « Merci pour votre temps, dit-il. Agréable comme un sermon du dimanche. Si vous pensez à quelque chose, nous logeons à Dillard's Crossing, à la pension de Puitt. Je m'en souviendrai. » Ils partirent. Matthew les regarda jusqu'à la route. Il regarda jusqu'à ce que le son de leurs chevaux s'estompe complètement. Puis il prit sa tasse de café et rentra. Lily était debout dans le couloir, le dos plat contre le mur, parfaitement immobile. « Tu as entendu, » dit-il. « Tout. » Sa voix était stable, mais ses mains étaient pressées fort contre le mur derrière elle. « Ils reviendront. »« Oui, dit-il, ils reviendront. » Elle le fixa. « Vous n'êtes pas. Vous n'avez pas l'air d'avoir peur. Avoir peur n'aide pas beaucoup avec des hommes comme ça. » Il alla à la cuisine et posa la tasse dans l'évier. Ce qui aide, c'est d'anticiper leurs mouvements. Elle le suivit. « Savez-vous qui ils sont? » Pas de nom, il se retourna. « Mais je sais ce qu'ils sont. Des hommes de main, ce qui signifie qu'il y a quelqu'un au-dessus d'eux qui donne des ordres. » Il observa son visage. « Lily, j'ai besoin que tu réfléchisses bien. Ces gens qui t'ont laissé près de cette clôture, sais-tu pour qui ils travaillaient? » Elle pinça les lèvres. « Je vous ai dit que je ne connaissais pas leur nom. Pas leur nom. Leur... » Il essaya de trouver le mot juste. Y avait-il un endroit d'où ils venaient? Un endroit dont ils parlaient? Elle était silencieuse. Le genre de silence qui était actif, pas vide. Il pouvait la voir travailler sur quelque chose, tirer des fils, essayer de saisir quelque chose qui continuait de lui échapper. « Une maison, » dit-elle finalement. « Une grande avec un portail, des lettres en fer sur le portail. » Elle s'arrêta, pressa ses doigts sur son front. « Je ne peux pas. C'est comme essayer de voir à travers la fumée. Prends ton temps, je ne sais pas si je peux. Tu n'as pas à te souvenir de tout maintenant. » Il garda sa voix égale. « Mais tout ce que tu peux me donner est utile. » Elle leva les yeux vers lui. Quelque chose dans son expression se brisa un instant. Juste une fissure. « Matthew, pourquoi me cherche-t-il? Que me veulent-ils? » Il soutint son regard. Il n'allait pas lui mentir. Elle avait été trompée par des gens qui auraient dû la protéger. Et elle y avait survécu, et elle méritait mieux que ça de sa part. « Je ne sais pas encore, dit-il, mais je vais le découvrir. » Il se rendit en ville cet après-midi-là. Il laissa à Lily le fusil qu'il gardait au-dessus de la porte de la cuisine, lui montra comment il fonctionnait, ce qui s'avéra inutile car elle le savait déjà, et lui dit de garder les volets du côté sud fermés et de n'ouvrir la porte à personne. Elle se tenait à la table de la cuisine, les bras croisés, et dit « Je sais comment rester cachée. »
Je sais que tu sais, dit-il. Je te le dis quand même. Elle hocha la tête une fois, sèchement et sérieusement, et il partit. Harold Pwitt déplaçait des sacs de farine dans l'arrière-boutique quand Matthew entra par l'entrée arrière. Harold se redressa et le regarda avec l'expression d'un homme qui s'attendait à cette visite. Les deux hommes, dit Matthew, dis-moi tout. Harold posa son sac de farine. Bonjour à toi aussi, Harding, Harold. Harold soupira. Ils sont arrivés il y a 2 nuits. On payait en espèces, ce que Mabel a apprécié. N'ont pas beaucoup parlé au souper, mais j'ai attrapé assez de causes. Il épouseta ses mains. Le grand s'appelle Cutter. L'autre, le silencieux, les gens l'appellent une Reeve. J'ai déjà entendu ces noms. Pas des locaux, des hommes du territoire. Pour qui travaillent-ils? Harold resta silencieux un moment. Tu es sûr de vouloir la réponse? Matthew le regarda. Harold hocha lentement la tête. Un homme nommé Aldous Crane. Il dirige la Crane Land Acquisition Company, ce qui est un nom poli pour une entreprise qui achète des terres à bas prix à des gens qui se retrouvent soudainement avec des problèmes qu'ils ne peuvent pas se permettre. Il fit une pause. Le genre de problème que Cutter et Reeve ont tendance à livrer. Qu'est-ce qu'un homme d'affaires foncier veut d'une petite fille? L'expression d'Harold changea. C'est la question, n'est-ce pas? Il se pencha sous le comptoir et en sortit un journal plié vieux de plusieurs semaines, au bord usé. Il le posa sur le comptoir et tapa sur un endroit près du bas de la première page. Ça vient du territoire il y a environ 1 mois. J'ai trouvé ça intéressant à l'époque. J'ai trouvé ça encore plus intéressant quand ces deux-là sont arrivés. Matthew prit le journal et lut. L'article était court. Un propriétaire terrien important du territoire du Nord, un homme nommé Daniel Forsyth, était décédé sans testament, laissant une succession considérable sans héritier clair. La succession comprenait des droits d'eau sur l'affluent de la rivière Crane. Plusieurs parties contestaient l'héritage, y compris la Crane Land Acquisition Company. Matthew fixa le journal, puis il leva les yeux vers Harold. Il y avait une fille, dit Harold doucement. La fille de Forsyth, environ 8 ans. Sa mère est morte en couche. Quand Forsyth est mort, la fille a disparu. Certains ont dit qu'elle avait été envoyée chez des parents, mais aucun parent ne l'a jamais réclamée. Il laissa cela en suspens un moment. Les droits d'eau sur l'affluent de la Crane valaient environ 60 000 $, Harding, plus dans une année sèche comme celle-ci. 60 000 $. Matthew posa le journal. Les pièces s'assemblaient d'une manière qui lui glaça l'estomac et lui serra la mâchoire. Si la fille existe, dit-il, il n'y a pas de revendication claire. Et si la fille n'existe pas, termina Harold, ou si la fille ne peut pas être trouvée, ou si la fille ne se présente jamais pour contester quoi que ce soit. Il écarta les mains. Eh bien, la loi a tendance à passer à autre chose. Matthew se dirigeait déjà vers la porte. Harding. La voix d'Harold l'arrêta. Crane a un avocat au chef-lieu du comté. Il a déposé les papiers. L'audience est dans 3 semaines. Un instant. Si cette fille n'apparaît pas devant un juge dans 3 semaines, cette terre est perdue. Matthew poussa la porte. Il chevaucha à vive allure. Le soleil était brutal et direct au-dessus de sa tête, et Amos respirait fort au moment où le ranch apparut. Mais Matthew ne ralentit pas jusqu'à ce qu'il soit dans la cour et qu'il puisse voir que les volets étaient toujours fermés, la porte d'entrée close et que rien ne semblait anormal. Il descendit avant qu'Amos ne se soit complètement arrêté et monta sur le porche d'un pas rapide. Lily. La porte s'ouvrit avant qu'il ne puisse l'atteindre. Elle était là, le fusil dans les 2 mains, le canon pointé vers le sol. Elle regarda son visage et quelque chose dans le sien devint très immobile. « Quoi? » dit-elle. « Pose le fusil. » Il entra et elle le suivit, et il ferma la porte derrière eux. « J'ai besoin que tu m'écoutes très attentivement. Vous me faites peur. Je vais te dire tout ce que je sais, il lui fit face. Et ensuite, j'ai besoin que tu me dises tout ce dont tu te souviens, même les morceaux qui n'ont pas de sens, même les morceaux qui ressemblent à de la fumée. Tout. » Elle posa le fusil contre le mur. Elle le regarda avec ses yeux sombres et prudents. Et sous toute cette prudence, il pouvait voir quelque chose. Pas tout à fait de l'espoir, pas tout à fait de la peur. Quelque chose entre les deux qui n'avait pas de nom clair. « Mon père, dit-elle lentement. Son nom était Daniel. » Matthew s'immobilisa. « Je me souviens de ça. » Sa voix était prudente, comme si elle ramassait quelque chose de fragile et n'était pas sûre que ça tiendrait. « Daniel, il avait...
Il avait une façon de dire mon nom, Lilybird. Il m'appelait Lilybird. Elle s'arrêta, déglutie. Je me souviens d'un portail, des lettres en fer. Elles éplaient, elle ferma les yeux très fort. F, la lettre F. Et puis, Forsyth, Forsyth. Le mot tomba dans la pièce comme une pierre. Matthew s'assit lentement sur la chaise de la cuisine. Il posa ses deux mains à plat sur la table et la regarda. Cette petite fille calme, farouchement contrôlée, avec ses yeux sombres, son visage prudent, ses pointes de couture réguliers et sa façon de parler aux chevaux solitaires. Lily, dit-elle, quel est ton nom complet? Elle ouvrit les yeux. Lily Forsyth, dit-elle, et puis, comme si le fait de le dire avait ouvert une brèche dans quelque chose qui était scellé depuis très longtemps. C'est mon nom. Le nom de mon père était Daniel Forsyth. Sa voix se brisa une seule fois. Elle se ressaisit. Il est parti, n'est-ce pas? Ce n'était pas une question. Oui, dit Matthew. Elle se tenait très droite. Son menton se leva. Ses mains restèrent immobiles à ses côtés. Mais ses yeux sombres, prudents, exercés, brillaient d'une manière qui n'avait rien à voir avec le sang-froid. « Que veulent-ils de moi? » demanda-t-elle. « Ta terre, dit-il. La terre de ton père. Les droits d'eau sur l'affluent de la rivière Crane. Il y a une audience dans 3 semaines. » Il soutint son regard. « Tu es l'héritière légale, Lily. Si tu ne te présentes pas devant un juge dans 3 semaines, un homme nommé Aldous Crane prendra tout ce que ton père a laissé. » Le silence dans la cuisine était absolu. Lily resta là un long moment, à traiter l'information. Il la regarda y travailler, comme elle travaillait surtout, méthodiquement, sans s'effondrer, trouvant l'architecture de la chose et étudiant les murs porteurs avant de se laisser sentir le poids. « Ils ne m'ont pas seulement abandonné, » dit-elle finalement. « Ils essayaient de s'assurer que je ne me présenterais pas. C'est ce qu'il semble. Ils pensaient que je mourrais là-bas. » Oui. Un autre silence. « Mais je ne suis pas morte, dit-elle. » Matthew la regarda. « Non, dit-il, tu n'es pas morte. » Elle baissa les yeux sur la table, puis elle releva les yeux vers lui, et pour la première fois depuis qu'il l'avait retirée de ce poteau de clôture, ce qui se cachait derrière ses yeux n'était ni prudent, ni contrôlé, ni exercé. C'était quelque chose qui ressemblait à Matthew Harding au tout début de la fureur. « Je veux récupérer ma terre, dit-elle. » Matthew soutint son regard un long moment. « Alors nous allons la récupérer, dit-il. » Il se recula de la table et se leva. Son esprit était déjà en mouvement. L'audience, le chef-lieu du comté, l'avocat, les 3 semaines entre maintenant et le moment où Lily Forsyth entrerait dans une salle d'audience et prouverait qu'elle était vivante, qu'elle respirait et qu'elle n'était le problème de personne d'autre que le sien. Et quelque part entre ici et là, Cutter et Reeve et l'homme qui les avait envoyés. Il y pensait déjà aussi. « Mange quelque chose, lui dit-il. Nous avons du travail à faire ce soir. » Elle ne discuta pas. Elle se dirigea vers le poêle avec la même efficacité tranquille qu'elle avait montrée chaque matin depuis son arrivée. Et Matthew se dirigea vers l'étagère où il gardait les quelques documents qu'il avait. L'acte de propriété de sa propre terre, les lettres de la famille d'Eleanor, les anciens états de service de la guerre. Et il ajouta un nouveau problème à une vie qui en avait déjà eu plus que sa part. La différence, c'est que cette poisse, il ne le portait pas seul, et il fut surpris de constater que le poids en était plus léger. Ils travaillèrent à la lueur de la lampe jusqu'à plus de minuit. Matthew étala tout ce qu'il avait sur la table de la cuisine. Son acte de propriété, ses états de service, une carte du comté qu'il avait achetée il y a 3 ans et jamais dépliée jusqu'à présent, et un morceau de papier où il écrivit les noms que Harold lui avait donnés. Cutter, Reeve, Aldous Crane. Il écrivit la date de l'audience en dessous, l'entoura et fixa les 3 semaines entre maintenant et ce cercle comme un homme calculant la distance à travers un terrain difficile. Lily s'assit en face de lui et ne demanda pas à aller se coucher. Elle le regarda travailler et posa des questions précises et intelligentes. Pas les questions d'un enfant effrayé, mais les questions de quelqu'un qui comprenait que l'information était la seule monnaie qui comptait en ce moment. « De quoi un juge a-t-il besoin pour me donner la terre de mon père? » demanda-t-elle. « La preuve que tu es bien qui tu es. » Matthew ne leva pas les yeux de la carte. Un acte de naissance, un témoin de la famille. Quelque chose qui lie ton nom à celui de Daniel Forsyth par écrit, sous une forme que le tribunal accepte. Où se trouverait un acte de naissance? Au bureau des archives territoriales ou dans une église?
Ton père aurait dû enregistrer ta naissance quelque part. Il leva les yeux vers elle. Te souviens-tu d'une église? Elle réfléchit. Il y avait un pasteur, un vieil homme. Il venait à la maison pour le dîner du dimanche. Mon père l'appelait. Elle s'arrêta, y travailla. Révérend. Révérend Gale ou Gates, quelque chose avec un G. Matthew le nota. C'est utile. Est-ce que c'est suffisant? Pas tout seul. Il posa le stylo. Lily, je dois être franc avec toi sur quelque chose. Elle le regarda dans les yeux. Dites-le. L'avocat de Crane a eu des semaines pour monter son dossier. Il a déposé des documents, établi que ton père est mort sans héritier connu, et créé un dossier juridique qui te rende invisible. Il laissa cela s'imprégner. Entrer dans cette salle d'audience avec rien d'autre que ta parole ne sera pas suffisant. Un homme comme Crane aura quelqu'un prêt à dire qu'ils n'ont jamais entendu parler de Lily Forsythe, que Daniel Forsythe n'avait pas d'enfant, que tu es une petite fille confuse. Quelqu'un poussé à faire une fausse déclaration. Elle était silencieuse. Alors de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin du révérend si nous pouvons le trouver. Nous avons besoin de quiconque connaissait ton père et te connaissait. Nous avons besoin de l'acte de naissance. Il fit une pause. Et nous avons besoin d'un avocat. Nous avons 3 semaines. Nous avons 3 semaines, il confirma. Elle regarda la carte. Puis elle le regarda. Vous avez dit nous? Oui. Pourquoi? La question était sincère, pas suspicieuse, pas un test. Elle voulait vraiment savoir. Ce n'est pas votre combat, Matthew. Ils ne sont pas après votre terre. Vous pourriez me mettre dans une diligence pour le chef-lieu du comté et en finir. Personne ne vous en voudrait. Matthew plia la carte le long de son pli d'origine et la mit de côté. Il prit son temps pour répondre, car elle méritait une vraie réponse, pas une réponse rapide. J'ai passé 2 ans sur cette terre à essayer de comprendre pourquoi j'y étais encore. Il dit, après la guerre, après Eleanor, je ne trouvais aucune raison assez solide pour m'y accrocher. Il la regarda. Toi, tu sembles assez solide. Lily le fixa un long moment, puis elle baissa les yeux sur la table et ne dit rien. Et il comprit que c'était parce qu'il n'y avait rien d'adéquat à dire et elle le savait. Va dormir un peu, lui dit-il. Demain sera une longue journée. Elle se recula de la table. Elle était presque dans le couloir quand elle s'arrêta. Matthew, oui. Mon père disait que la bonne terre trouve les bonnes personnes. Elle ne se retourna pas. Je pense que peut-être il parlait de plus que de la terre. Elle alla se coucher. Matthew resta assis à la table de la cuisine à la lueur de la lampe pendant un long moment après cela. Il était en train de sceller Amos avant le lever du soleil quand il entendit les chevaux. Pas un cette fois, 3, peut-être 4, venant de la route du sud à une allure qui avait complètement changé par rapport à la démarche paresseuse et confiante de la veille. Ces chevaux se déplaçaient avec détermination, et la détermination avant l'aube signifiait que ceux qui les montaient avaient cessé de se donner la peine de jouer la comédie de la civilité. Matthew avait le fusil sur le dos et était derrière l'abreuvoir avant que le premier cavalier n'entre dans la cour. Cutter était devant. Reeve était à sa gauche. Les 2 autres étaient des hommes que Matthew n'avait jamais vus auparavant. Plus jeunes, au visage plus dur, le genre d'hommes qu'on engage non pas pour leur intelligence, mais pour leur volonté de cesser de penser quand on le leur demande. Harding. La voix de Cutter avait complètement perdu son amabilité. Nous aimerions revenir sur notre conversation. J'ai dit tout ce que j'avais à dire hier. Matthew garda le fusil à ses côtés, canon vers le bas, le doigt hors de la garde. Patient. Ma réponse n'a pas changé. Tu vois, c'est ça le problème. Cutter descendit de sa selle, ce qui était un geste délibéré, se mettant à pied au niveau de Matthew, réduisant la distance. Les autres hommes restèrent à cheval. Mon employeur a des raisons de croire qu'un certain enfant est présent sur cette propriété. Il aimerait qu'elle soit retournée. Retournée. Matthew dit, c'est un mot intéressant pour un enfant qui a été laissé pour mourir dans la chaleur, avec un mot qui disait qu'elle n'était de l'affaire de personne. Quelque chose traversa l'expression de Cutter. Tu as trouvé le mot? J'ai trouvé la fille. Matthew laissa cela s'installer. Elle m'a dit tout ce dont elle se souvenait. Reeve, toujours sur son cheval, déplaça son poids. Ses yeux pâles n'avaient pas quitté le visage de Matthew depuis son arrivée. Alors vous comprenez la situation, dit-il de cette voix calme, presque douce. Je comprends très bien la situation. Matthew le regarda. Vous essayez de faire disparaître une petite fille avant une audience au tribunal pour qu'un homme nommé Crane puisse voler les droits d'eau de son père. Voilà la situation. Le silence dans la cour devint plat et dangereux.
C'est une accusation grave. Reeve dit, c'est un fait. La voix de Matthew était égale. Et il y a un avocat au chef-lieu du comté qui connaît déjà son nom. Donc si quelque chose m'arrive ou arrive à cet enfant, ça ne restera pas silencieux. C'était un mensonge calculé. Il n'y avait pas d'avocat. Pas encore. Mais des hommes comme eux fonctionnèrent sur l'évaluation des risques. Et le seul risque qu'ils ne pouvaient pas se permettre était un dossier juridique avec le nom de leur employeur dessus. Cutter le fixa. Puis il regarda la maison. Elle est là-dedans. Approchez-vous de cette porte, dit Matthew, et je vous promets que ça ne se passera pas comme vous le voulez. Un des jeunes hommes derrière Cutter déplaça sa main vers sa hanche. Matthew leva le fusil. Un seul mouvement, fluide et rapide. La façon dont un homme bouge quand il l'a fait 10 000 fois, et que le muscle connaît le chemin sans qu'on le lui demande. Le canon était à niveau, stable et pointé sur le centre de la poitrine de Cutter. « Dis-lui d'arrêter », dit Matthew. Cutter leva une main sans se retourner. Le jeune homme s'immobilisa. Les 4 hommes se tenaient dans la chaleur matinale et personne ne bougeait et personne ne parlait. Et le seul son était la respiration des chevaux et la protestation lointaine des coqs de Matthew qui commençaient à chanter dans l'arrière-cour, indifférent à toute la situation. Puis Reeve sourit. C'était le sourire le plus froid que Matthew ait vu depuis longtemps et il avait fait une guerre. Vous ne pouvez pas tenir ce fusil éternellement, Harding. Je peux le tenir assez longtemps, dit Matthew. Un autre silence, puis Reeve hocha la tête, un lent hochement de menton presque respectueux, et il tourna son cheval. Cutter regarda Matthew pendant 3 secondes de plus, de la façon dont un homme regarde quelque chose qu'il a l'intention de revenir chercher. Puis il remonta en selle. Ils partirent. Matthew garda le fusil levé jusqu'à ce qu'il ne les entende plus. Puis il le baissa et réalisa que ses mains avaient été parfaitement stables tout le temps et décida que c'était soit un bon signe, soit un signe qu'il était plus brisé qu'il ne le pensait. La porte moustiquaire claqua. Lily sortit du porche d'un pas, qui était à peine une course, et elle s'arrêta à 4 pieds de lui et regarda son visage, puis le fusil, puis la route vide. « Combien ?» demanda-t-elle. « 4. Êtes-vous blessé? » Non. Elle laissa échapper un souffle court et contrôlé. Le genre qui vient de quelqu'un qui s'est entraîné à ne pas montrer son soulagement trop ouvertement. Puis elle dit, « Ils vont revenir ce soir. » « Oui, avec plus d'hommes, probablement. » Elle le regarda. « Alors nous ne pouvons pas rester ici. » Matthew baissa le fusil complètement et le tourna dans ses mains. Elle avait raison. Il le savait avant qu'elle ne le dise. Tenir le ranch était une position perdante. Bon pour une confrontation, peut-être 2. Mais Crane avait de l'argent, des hommes et du temps, et tout ce que Matthew avait, c'était un fusil, un enfant et une échéance de 3 semaines. Il la regarda. « Sais-tu monter à cheval? »« Oui. »« Vite? »« Oui. Alors prends le sac d'Eleanor sous le lit. » Voyage léger. Apporte le nécessaire de couture. Il se dirigeait déjà vers la maison. « Je vais prendre les documents et l'argent. » Elle se retourna et courut. Ils étaient sur la route en 20 minutes. Matthew prit la route de l'Est, loin de la ville, à travers le lit du ruisseau asséché qui longeait la route principale sur 6 miles avant de bifurquer vers le nord en direction de la ligne du territoire. C'était un chemin plus difficile, mais plus difficile à suivre, et il le connaissait mieux que quiconque n'ayant pas grandi sur ce lopin de terre particulier. Lily montait en croupe avec lui sur Amos, ses bras autour de sa taille, et elle ne parla pas pendant la première heure, sauf une fois lorsque le sentier se rétrécit et qu'Amos glissa sur une plaque de schiste meuble. « Je te tiens, » dit Matthew. « Je sais, » dit-elle, « juste ça. » Ils chevauchèrent vers le nord. Il avait un plan, ou le début d'un plan, ce qui était généralement suffisant pour commencer. La ligne du territoire était à une demi-journée de cheval. De l'autre côté de la ligne se trouvait une ville appelée Harker's Bend, et à Harker's Bend se trouvait un homme nommé Sullivan, avec qui Matthew avait servi pendant la guerre, et qui, dans les années qui suivirent, était devenu avocat. Pas un avocat chic, pas le genre que Crane aurait au chef-lieu du comté, mais le genre qui savait se battre avec ce qu'il avait, ce qui était généralement plus important que le chic. « Parle-moi du Rivering Guile, » dit Matthew alors que le soleil montait et que la chaleur s'installait autour d'eux. « Tout ce dont tu te souviens. » Lily réfléchit un moment. Sa voix venait de juste derrière son épaule, stable par-dessus le bruit des sabots de Moss. Il était vieux.
Il avait les cheveux blancs. Il sentait le tabac à pipe et quelque chose de doux comme de la cannelle. Une pause. Il connaissait ma mère. Il disait qu'elle était la femme la plus têtue qu'il ait jamais mariée, et il le disait comme un compliment. Une autre pause. Il tenait un registre, un grand livre marron. Il me l'a montré une fois. Il a dit que chaque âme qu'il avait jamais touchée y était. Un registre de baptême, peut-être. Je ne sais pas comment ça s'appelait. Je me souviens juste qu'il me l'a montré et a dit que mon nom y était. Sa voix changea légèrement, plus douce. Il a dit, « Juste ici, Lilybird, juste à côté du nom de ta maman. Alors, même quand tu te sens seul, tu regardes ça et tu sais que tu viens de quelque part. » Matthew chevaucha et ne dit rien pendant un moment. « Penses-tu qu'il est encore en vie? » demanda Lily. « Je pense que nous allons le découvrir, dit-il. » Ils atteignirent Harker's Bend alors que le soleil passait de midi, et Matthew trouva le bureau de Sullivan au-dessus du magasin de produits secs. Un escalier étroit, une porte à la peinture écaillée, et le nom J. Sullivan, avocat, écrit dans lettres qui s'étaient estompées du noir au gris. Matthew frappa. L'homme qui ouvrit la porte était plus petit que dans le souvenir de Matthew et plus mince, avec plus de gris dans les cheveux et plus de rides autour des yeux. Mais les yeux étaient les mêmes, vifs et légèrement amusés, de la façon dont Sullivan avait toujours regardé tout, comme si le monde était un problème qu'il trouvait modérément divertissant. Harding. Il s'appuya contre le cadre de la porte et regarda par-dessus Matthew vers Lily, dans l'escalier derrière lui. Puis il regarda de nouveau. « Soit tu as des ennuis, soit tu m'en apportes. »« Les deux, dit Matthew. »« On peut l'entrer? » Sullivan recula. « J'ai du café. On en aurait bien besoin. » Sullivan écouta sans interrompre, ce qui était la chose que Matthew avait toujours respectée chez lui. Il s'assit derrière son bureau, les mains jointes, ses yeux se déplaçant entre Matthew et Lily pendant qu'ils exposaient la situation. La clôture, le mot, le nom Forsyth, l'audience, Crane, Cutter, Reeve, les droits d'eau, la fenêtre de 3 semaines. Quand ils eurent fini, Sullivan resta silencieux un long moment. Puis il dit, « Aldous Crane. »« Vous le connaissez? » dit Matthew. « J'ai entendu parler de lui. » Sullivan prit son stylo et le tourna entre ses doigts. Il travaille sur le territoire depuis 2 ans. Légal en surface. La société d'acquisition, les dépôts, les comparutions au tribunal. Tout semble propre si vous ne savez pas où regarder. Il fit une pause. Il a eu une autre affaire au printemps dernier. Une veuve dans le comté du Nord, morte dans un accident avant la date de son audience. Un accident fortuit. La pièce était très silencieuse. Lily dit, « Il essaiera de s'assurer que je n'arrive pas à l'audience. » « Oui. » Sullivan dit, « Il ne mâcha pas ses mots, il le fera. » Elle absorba cela sans réaction visible. Puis elle dit, « Pouvez-vous nous aider? » Sullivan la regarda un long moment. Quelque chose passa sur son visage. De la reconnaissance. Peut-être la même chose que Matthew avait ressenti en se tenant à ce poteau de clôture. Le même instinct. « Je peux essayer, dit-il, mais j'ai besoin du révérend, Lily. Son registre est tout. Si ta naissance y est inscrite, ton nom, le nom de ta mère, le nom de ton père, c'est le fondement de toute l'affaire. » Il se pencha en avant. « Où se trouvait la terre de ta famille? »« Au nord, dit-elle, le long de la rivière. Mon père disait toujours que la maison faisait face à l'est pour que nous puissions voir le soleil se lever sur l'eau. La terre des Forsyth le long de l'affluent de la rivière Crane. » Sullivan le nota. Il y a une ville appelée Millhaven à environ 12 miles au nord-est de là. Petite congrégation. Si le révérend Gale était le pasteur de votre famille, il devait opérer dans cette région. Il leva les yeux. J'irai là-bas demain et je commencerai à poser des questions. Que faisons-nous en attendant? Demanda Matthew. Sullivan le regarda. Vous restez ici, loin des routes principales. Ne dites votre nom à personne. Il jeta un coup d'œil à Lily. Aucun des deux noms. Il fit une pause. Harding. Ces hommes travaillent pour Crane, mais Crane ne se salit pas les mains. Si nous pouvons trouver le révérend, obtenir le registre et amener Lily devant un juge avec des documents, Crane perd. Les hommes de main se dispersent. Toute la structure s'effondre parce que la base légale s'effondre. Et si Crane met la main sur Lily avant l'audience? Demanda Matthew. Sullivan soutint son regard.
Alors la base légale n'est jamais testée. Matthew hocha la tête une fois. C'était toute la carte de la situation, claire, froide et sans réconfort. Il regarda Lily. Elle était assise sur la chaise en face du bureau de Sullivan, les mains sur les genoux et le dos droit, et elle regardait le bureau sans le voir, travaillant sur quelque chose, puis elle leva les yeux vers Sullivan. « Mon père s'est battu pour construire cette terre, dit-elle. Il est venu ici avec rien. Il a creusé des puits, posé des clôtures et planté ce qui ne voulait pas pousser et l'a fait pousser quand même. Sa voix était égale, délibérée. Aldous Crane a acheté un avocat. Mon père a construit quelque chose de réel. Elle rencontra les yeux de Sullivan. Je veux qu'un juge comprenne cette différence. Sullivan l'étudia un long moment. Quel âge as-tu? Demanda-t-il. 8 ans, dit-elle. J'aurai 9 ans en octobre. Sullivan regarda Matthew. Il y avait quelque chose dans son expression qui essayait très fort de rester professionnel et n'y parvenait pas tout à fait. Matthew comprit. Il éprouvait la même difficulté. Je partirai à la première, dit Sullivan. Ils restèrent dans la pièce au-dessus du bureau de Sullivan cette nuit-là. Une pièce de rangement avec 2 lits de camp et une petite fenêtre qui donnait sur la ruelle. Lily s'endormit presque immédiatement, l'épuisement rattrapant enfin tout ce sang-froid. Matthew ne dormit pas. Il s'assit sur le bord de son lit de camp et écouta les bruits nocturnes de Harker's Bend et repassa tout 2 fois dans sa tête chaque mouvement que les hommes de Crane pourraient faire, chaque faille dans leur plan, chaque variable qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Le Reverend pourrait ne pas être à Millhaven. Le registre pourrait ne plus exister. Sullivan pourrait ne rien trouver. La date de l'audience pourrait être avancée. Ou un juge pourrait statuer sur les documents existants avant qu'ils ne puissent comparaître. Au milieu de la nuit, Lily dit doucement, « Vous êtes encore réveillé. » Il regarda. Elle était sur le dos, regardant le plafond. Il l'avait cru endormie. « Je réfléchis, dit-il. Avez-vous peur? » Il considéra la réponse honnête. « Un peu. Moi aussi. » Une pause, mais pas la même peur qu'avant. En quoi est-ce différent? Elle tourna la tête et le regarda dans le noir. Avant, j'avais peur parce que j'étais seule. Maintenant, j'ai peur parce que quelque chose a de l'importance. Elle fit une pause. C'est une meilleure sorte de peur. Matthew la regarda un long moment. Oui, dit-il doucement, c'est vrai. Aucun d'eux ne parla de nouveau pendant un moment, et finalement sa respiration se régularisa, et elle dormit. Et Matthew resta assis dans le noir, et veilla sur la fenêtre et la porte, et sur la petite chose fragile et étonnante qui avait pris racine au milieu de ce qu'il avait cru être le chapitre le plus vide de sa vie. Il ne dormit pas, mais pour la première fois en 2 ans, le fait d'être éveillé lui sembla avoir une raison. Sullivan partit à la première heure et revint à midi, non pas avec des réponses, mais avec une nouvelle qui changea tout. Il avait à peine atteint le haut de l'escalier que Matthew le lut sur son visage. « Le révérend, dit Matthew. Que s'est-il passé? » Sullivan se tenait dans l'embrasure de la porte, essoufflé par la chevauchée, et prononça 4 mots qui transformèrent les 3 semaines suivantes de difficile en quelque chose de tout à fait différent. Crane l'a trouvé en premier. Que voulez-vous dire par « il l'a trouvé en premier » ? Matthew était déjà debout. Lily était sortie de l'arrière-salle au son des bottes de Sullivan dans l'escalier, et elle se tenait dans l'embrasure de la porte, derrière Matthew, très immobile, les mains à plat contre le cadre de la porte. Sullivan entra complètement et ferma la porte. Il était poussiéreux de la chevauchée, et sa mâchoire était serrée d'une manière qui disait à Matthew que la nouvelle n'était pas seulement mauvaise, mais compliquée. Le révérend Gale est en vie. Sullivan dit que c'est la première chose. Il est à Millhaven, dans la même église où il est depuis 30 ans. Petite congrégation, bâtiment blanc à l'extrémité et de la ville. Il retira son chapeau et le posa sur le bureau. Mais il y a 2 jours, un homme est venu le voir. Il a dit qu'il travaillait pour le compte de la succession Forsyth. Il a dit qu'il avait besoin des registres du révérend pour régler correctement la question de l'héritage. Le révérend l'a laissé regarder le registre. Matthew sentit le froid le parcourir. Il a laissé un étranger regarder son registre. Il a 74 ans et il pensait aider. La voix de Sullivan n'était pas accusatrice, juste fatiguée. L'homme a passé environ 1 heure avec les registres, a pris quelques notes, a remercié le révérend et est parti. Qu'a-t-il pris? Sullivan le regarda fixement. Rien. Il n'avait pas besoin de prendre quoi que ce soit. Il sait ce qu'il y a dedans maintenant. Il sait que le registre existe. Il connaît l'entrée exacte. Et maintenant,
L'avocat de Crane sait exactement quelles preuves nous avons avant même que nous ayons eu la chance de les utiliser. Il fit une pause. Et il y a autre chose. Dis-le, dit Matthew. Quand l'homme est parti, deux autres sont restés en ville. Ils sont à la pension de Millhaven en ce moment. La voix de Sullivan baissa. Ils ne sont pas là pour le Reverend. Ils surveillent la route depuis ici. Ils nous attendent. La pièce devint silencieuse. Matthew se tourna. Lily était toujours dans l'embrasure de la porte, et son visage avait traversé quelque chose dont il pouvait voir les séquelles. Une sorte de calcul interne rapide qui avait abouti à une conclusion avant qu'il ne puisse voir le processus. Et maintenant, elle avait l'air calme. Pas résignée, pas vaincue, juste très claire. Ils essaient de nous couper du seul témoin que nous ayons, dit-elle. Oui, dit Sullivan. Donc, nous ne pouvons pas aller à Millhaven directement, pas sans tomber dans le piège qu'ils ont préparé. Elle regarda Matthew. Y a-t-il un autre chemin? Matthew y réfléchit. Il avait traversé cette région une fois, il y a des années, en suivant un ruisseau vers le nord. Il y a une route secondaire, dit-il lentement. Elle arrive de l'ouest, depuis la route de la vallée de Tanner. C'est plus long, ça ajoute une demi-journée, peut-être plus, mais ça ne passe pas par l'approche principale. Ils surveilleront quand même, dit Sullivan. Ils surveilleront la route, dit Matthew. Pas le lit du ruisseau. Sullivan l'étudia, puis il expira. Je devrais être au chef-lieu du comté à déposer des requêtes, à monter le dossier que je peux avec des documents. Il s'assit derrière son bureau et pressa ses doigts sur son front. Si je peux établir le nom Forsyth par les registres du comté, les enregistrements de naissance, les dépôts de terre, les documents fiscaux, cela nous donne une base même sans le révérend. Mais c'est plus mince. Un bon avocat adverse peut trouver des failles dans les registres du comté. Le témoignage personnel du révérend est une autre affaire. Il leva les yeux. S'il témoigne et si ce registre est présenté comme preuve, l'avocat de Crane n'a rien. Alors nous avons besoin du révérend, dit Lily simplement, clairement, comme un enfant identifiant la solution la plus directe à un problème de mathématiques. Nous avons besoin du révérend, acquiesça Matthew. Il regarda Sullivan. De combien de temps as-tu besoin au chef-lieu du comté? 2 jours, peut-être 3. Prends 3 jours. Sois minutieux. Matthew calculait déjà. Dépose tout ce qui protège son nom légalement. Même si c'est mince, fais-le inscrire au dossier que Lily Forsyth existe et conteste l'héritage. Sullivan hocha la tête. Puis il regarda Lily avec une expression qui essayait d'être professionnelle à propos de quelque chose qui n'était pas entièrement professionnel. Lily, je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu réfléchisses bien avant de répondre. Elle entra complètement dans la pièce et s'assit en face de lui. D'accord. Y a-t-il autre chose dont tu te souviens? Quelque chose à propos de la propriété de ton père? Des voisins, des employés? Quelqu'un qui aurait pu le connaître, te connaître, des gens dont nous pourrions utiliser les noms. Il se pencha en avant. Plus nous pouvons rassembler de confirmations, plus le dossier sera solide, peu importe ce qui arrive avec le révérend. Lily était silencieuse. Ses yeux se perdirent dans le vague, ce silence actif et laborieux que Matthew avait appris à reconnaître. Il la regarda tirer des fils. « Il y avait une femme, dit-elle lentement. Elle travaillait à la maison. Elle s'appelait May. Elle me tressait les cheveux. Une pause. Elle avait une fille de mon âge. Nous jouions dans la cour. Ses mains se crispèrent légèrement sur ses genoux. Quand mon père est mort, May et sa fille sont partis. Je ne sais pas où elles sont allées. Nom de famille? Demanda Sullivan. Dawson. May Dawson. Sullivan le nota. Quelqu'un d'autre? Un contremaître. Mon père l'appelait Beach. Je ne connais pas son prénom. Un grand homme. Des yeux gentils. Elle fit une autre pause. Et un homme de la ville qui apportait des provisions. Lui et mon père jouaient aux cartes le vendredi soir. Monsieur Hollis. Sam Hollis. Elle leva les yeux. Il a pleuré quand le cercueil de mon père a été mis en terre. Je m'en souviens parce que les hommes adultes ne pleuraient pas d'habitude, et je ne savais pas quoi faire. Sullivan avait rempli une demi-page. Il leva les yeux avec quelque chose dans son expression qui était proche de la satisfaction. C'est bien, ce sont de vrais noms, de vraies relations. N'importe lequel d'entre eux, si je peux les localiser, renforce considérablement la revendication. Il reboucha son stylo. Je commencerai par les registres du comté aujourd'hui et j'enverrai des demandes sur ces noms en même temps. Il se leva.
Vous deux, restez discrets. N'utilisez pas vos noms à la pension. Je dirai à Madame Calloway que vous êtes mon cousin et sa fille. Elle ne posera pas de questions. Matthew hocha la tête. Sullivan prit son chapeau. Il s'arrêta à la porte. Harding, je vais être clair. Ces hommes travaillent pour Crane et Crane ne va pas accepter de perdre ça tranquillement. Une fois que nous aurons déposé cette requête avec le nom de Lily dessus, il saura qu'elle est en vie et il saura que nous agissons légalement. Il soutint le regard de Matthew. Ça devient une course. Soit nous gagnons la course, soit nous ne la gagnons pas. Nous la gagnerons, dit Matthew. Sullivan le regarda un instant de plus, puis il hocha la tête, mit son chapeau et descendit les escaliers. Madame Calloway, à la pension, était une femme aux larges épaules de 60 ans, aux mains rouges et à l'œil vif, qui ne posait aucune question et s'attendait à la même chose en retour. Elle leur donna une chambre à l'arrière du 2e étage, leur montra où trouver des serviettes et de l'eau, et les informa que le souper était à 6 heures et qu'elle ne le gardait pour personne. Matthew attendit que la porte soit fermée, puis s'assit sur le bord du lit, regarda le sol et se laissa 30 secondes pour penser à quel point tout cela pouvait mal tourner. Il s'accorda exactement cela. Puis il mit cette pensée de côté. Lily était à la fenêtre, ne regardant pas à travers, mais se tenant à côté, le dos au mur, jetant un coup d'œil à la rue en bas sous l'angle prudent de quelqu'un qui comprenait qu'on ne se tenait pas dans un cadre de fenêtre si on ne voulait pas être vu. « Tu as déjà fait ça, dit-il. » Elle lui jeta un coup d'œil. « Fais quoi? » Rester cachée, rester silencieuse, surveiller les gens sans les laisser te surveiller en retour. Elle ne répondit pas pendant un moment. « Après la mort de mon père, dit-elle finalement, avant que ces gens ne m'emmènent, il y a eu une semaine, peut-être 2 semaines, où j'étais juste dans la maison. Personne n'est venu. Je ne savais pas quoi faire ni où aller. » Elle regarda de nouveau par la fenêtre. « Alors, j'ai surveillé. J'ai surveillé qui s'approchait. J'ai surveillé qui regardait la propriété. Une pause. C'est là que j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Les gens venaient et regardaient la terre avec les yeux que les gens ont quand ils veulent quelque chose qui n'est pas encore à eux. » Matthew la regarda. Ça a dû être effrayant. Ça l'était. Elle le dit simplement, sans fioriture. Mais ça m'a aussi rendue plus vive. Elle se détourna de la fenêtre. « Matthew, quel est le plan pour le révérend? » Vraiment. Pas la version où tout fonctionne. Il apprécia qu'elle demande la vraie version. « Nous prenons la route secondaire pour Millhaven, dit-il, avant l'aube, pour nous déplacer quand la visibilité est faible. Nous arrivons par le côté ouest, par l'approche du ruisseau. Nous arrivons à l'église du révérend avant que ses surveillants ne soient assez alertes pour poser problème. Nous obtenons son témoignage, nous prenons le registre et nous repartons avant que les hommes de Crane ne comprennent ce qui s'est passé. Et s'ils surveillent aussi l'église? Alors nous nous en occuperons. » Elle l'étudia. S'en occuper. Comment? Ça dépend de combien ils sont et à quel point ils veulent être sérieux. Il la regarda dans les yeux. J'ai géré pire. Je sais que vous l'avez fait. Elle le dit sans douceur ni flatterie, juste en reconnaissant un fait. Je ne remets pas en question votre capacité. Je demande parce que je veux savoir ce que je suis censé faire pendant que vous vous en occupez. Matthew la regarda et ressentit de nouveau cette chose, cette sensation d'être surpris par quelqu'un qui avait déjà décidé d'être capable. « Reste avec le révérend, dit-il. Si ça en arrive là, s'il y a des problèmes dehors, tu restes à l'intérieur avec lui et tu ne sors pas avant que je ne t'appelle. Par ton nom, précisément, pas juste une voix. » Elle hocha la tête. « D'accord. Et Lily, si ça en arrive là et que je ne... » « Ne faites pas ça, dit-elle. J'ai besoin que tu l'entendes. » J'ai dit, « Ne faites pas ça. » Sa voix était sèche pour la première fois. Pas effrayée, mais autoritaire, comme une ligne qu'elle avait décidé de ne pas franchir. « Vous n'avez pas le droit de prévoir ça. Pas encore. Nous n'avons encore rien perdu. » Matthew resta silencieux. « Nous partons avant l'aube, dit-elle. Nous allons chercher le révérend. Nous prenons le livre. Nous revenons. » Elle le dit de la manière dont on dit quelque chose pour le rendre réel. C'est ça, le plan. Il la regarda un long moment. C'est ça le plan, dit-il. Ils partirent à 4 heures du matin, quand l'obscurité était complète et que la ville était au plus silencieux. La route de l'ouest vers Millhaven était tout ce que Matthew avait dit. Plus longue, plus rude, le genre de chevauchée qui exige quelque chose du cheval et du cavalier. Amos avançait d'un pas régulier et sans se plaindre, et Lily chevauchait derrière Matthew sans parler,
se préservant comme le font les voyageurs expérimentés. Au moment où le ciel commença à s'éclaircir vers le gris, ils arrivaient à Millhaven par l'ouest, par le lit du ruisseau. Les chevaux choisissant leur chemin sur les pierres avec la patience prudente d'animaux qui comprenaient que la situation exigeait le silence. Matthew les fit monter derrière l'église et descendit. Il attacha Amos à un poteau de clôture qui était vieux et penché mais assez solide, et lui et Lily se dirigèrent vers l'entrée arrière, une porte simple, non peinte, qui s'ouvrait avec un loquet simple et propre. À l'intérieur, l'église était fraîche et sombre, sentant la cire de bougie, le vieux bois et quelque chose de légèrement sucré que Lily reconnut avant Matthew. Elle s'arrêta de marcher. « Cannell, dit-elle, il est là. » Il était dans la petite pièce derrière la chaire, déjà réveillé. Un petit homme mince aux cheveux blancs et au visage si ridé qu'il ressemblait à du vieux cuir, assis à un bureau avec une tasse de thé et une Bible usée ouverte devant lui. Il leva les yeux quand la porte s'ouvrit et ne sembla pas alarmé, seulement curieux, à la manière des très vieux hommes qui ont fait la paix avec les surprises. Puis il vit Lily. Il la fixa pendant 3 bonnes secondes. Puis il se leva lentement, avec l'effort prudent d'un homme dont les articulations ne coopèrent pas avant que la journée ne se réchauffe, et dit d'une voix très calme et très certaine. Lily Bird. Lily traversa la pièce et le vieil homme la prit dans ses bras, et elle le laissa faire, son visage pressé contre son épaule. Et Matthew détourna le regard et se tint près de la porte, et leur accorda 30 secondes avant que la situation n'exige qu'il s'immisce. « Révérend, dit-il, je m'appelle Matthew Harding. Je n'ai pas beaucoup de temps pour expliquer, mais je dois vous demander de me faire confiance. » Le vieil homme relâcha Lily et le regarda avec des yeux clairs et directs qui avaient trop vu pour être ébranlés par l'urgence. « Qui êtes-vous pour elle? »« Je l'ai trouvée, dit Matthew, et j'ai l'intention de m'assurer qu'elle obtienne ce qui lui appartient. » Le révérend le regarda un long moment. Puis il regarda Lily. « Cet homme est-il un homme bon? » Lily regarda Matthew. Quelque chose sur son visage était ouvert, certain et très jeune. « Oui, dit-elle. » Le révérend hocha la tête une fois. « Alors dites-moi ce dont vous avez besoin. » Le registre était exactement ce dont Sullivan avait besoin. Grand, à couverture marron, dense d'entrée remontant à 30 ans. Chaque nom, date et sacrement dans l'écriture précise et patiente du révérend. Matthew trouva l'entrée Forsyth en quelques minutes. Lily Eleanor Forsyth, née le 14 octobre 1866, fille de Daniel James Forsyth et Caroline May Forsyth, baptisée dans cette congrégation, 2 signatures de témoins en dessous. La signature du révérend, une date. Matthew photographia cela dans sa mémoire puis regarda le révérend. « Pouvez-vous venir au chef-lieu du comté pour l'audience afin de témoigner? »« C'est quand? » »« Dans 16 jours. » Le révérend ferma le registre et le tint à 2 mains. « J'ai une congrégation, jeune homme. J'ai un service le dimanche, une réunion de prière le mercredi et une femme dans ces derniers jours qui a besoin de visite. » Il regarda Lily, puis de nouveau Matthew. « J'ai aussi un devoir. » Il fit une pause. « Dites-moi quand et où. » Matthew expira. « Merci. Dieu merci. » La voix du vieil homme était sèche. « Je me présente simplement là où il m'indique. Cela aurait pu se terminer là, proprement. Avec le registre et le témoignage sécurisé, avec la partie difficile encore à venir, mais la base maintenant solide. Sauf que c'est à ce moment-là que la porte à l'avant de l'église s'ouvrit. Matthew avait le fusil sur le dos et se tourna vers le son en un seul mouvement. Et il déplaçait déjà Lily derrière lui avant d'avoir consciemment décidé de le faire. Reeve entra par la porte. Il était seul, ou semblait l'être. Il se tenait à l'entrée de l'église, les mains visibles, loin de ses armes, ses yeux pâles parcourant l'espace sombre et se posant sur Matthew avec cette même froideur, presque appréciative. « Harding, dit-il. « Vous étiez dans une église, dit Matthew. J'en suis conscient. » La voix de Reeve était aussi douce que toujours, aussi fausse que toujours. « Je suis venu pour parler. Vous auriez pu parler au ranch. Le ranch était un autre type de conversation. Il n'avança pas. Celle-ci est plus simple. » Ses yeux se portèrent de brièvement sur Lily, qui était derrière Matthew et très immobile. « Monsieur Crane aimerait faire une offre. » Matthew ne dit rien. « L'audience n'a pas besoin d'avoir lieu, continua Reeve. Monsieur Crane est prêt à mettre de côté une somme pour la fille. Une somme importante. Assez pour subvenir à son éducation, à ses soins, à son avenir entièrement. » Il laissa cela en suspens. Elle renonce à la revendication d'héritage.
Elle repart avec assez d'argent pour avoir une belle vie. Personne n'est blessé. Une pause. Voilà l'offre. Le révérend derrière eux fit un bruit. Pas un mot, mais le son d'un homme qui a entendu quelque chose de profondément offensant. Matthew regarda Reeve et pensa au père de Lily creusant des puits et posant des clôtures dans la chaleur de l'été, faisant pousser quelque chose qui ne voulait pas pousser, construisant quelque chose de réel de ses mains, pour un enfant qui n'était pas encore assez vieux pour comprendre ce que signifiait l'héritage. Il pensa aux mots sur la toile de jute. Il pensa à la façon dont Lily ne pesait rien quand il l'a soulevée. Non, dit-il. Reeve hocha lentement la tête comme s'il s'attendait à cette réponse, comme si l'offre avait été une formalité et que ce moment était la vraie affaire. Alors vous comprenez ce qui va suivre, dit Reeve. Je comprends que vous allez retourner voir votre employeur et lui dire que son offre a été refusée, dit Matthew, et que dans 16 jours, cette fille se tiendra devant un juge avec un avocat, un témoin et un dossier documenté de son identité, et qu'elle recevra ce que son père a construit. Il garda le fusil à niveau. Et ce qui viendra après, c'est Crane expliquant à un tribunal comment deux de ses hommes de main étaient à Millhaven, en train de surveiller une église la semaine précédant l'audience, ce qui est une chose intéressante à expliquer. La mâchoire de Reeve se serra très légèrement. « Sortez par la porte d'entrée, dit Matthew. Ne revenez pas. » Un autre long silence, les yeux pâles restèrent sur le visage de Matthew sans bouger, faisant le calcul. Puis Reeve se tourna et sortit. La porte se referma. Matthew tint le fusil pendant 10 secondes de plus, puis il le baissa et se retourna. Lily était pressée contre le bureau du révérend, les deux mains à plat sur la surface, le menton levé. Elle respirait prudemment. Le révérend avait une main posée sur son épaule, sans la serrer, juste là. Présente. « Est-ce que c'est fini? » demanda-t-elle. Matthew réfléchit à la réponse. Il pensa à Crane dans son bureau quelque part, recevant la nouvelle de l'offre refusée. Il pensa à un homme qui avait acheté un avocat, engagé des hommes de main et passé des mois à construire un cadre juridique pour voler l'héritage d'une petite fille. « Pas encore, dit-il. Mais la partie difficile commence à pencher de notre côté. » Il regarda le révérend. « J'ai besoin que vous veniez avec nous ce soir. Rester à Millhaven n'est plus sûr pour vous. » Le révérend baissa les yeux sur le registre dans ses mains. Puis il le glissa sous son bras comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Laissez-moi prendre mon manteau, dit-il. » Ils quittèrent Millhaven 2 heures avant l'aube, 3 d'entre eux maintenant, le révérend sur un doux cheval gris qui correspondait à son tempérament calme. Lily chevauchant derrière Matthew, le registre enveloppé dans le manteau du révérend et sécurisé dans la sacoche de celle où Matthew pouvait sentir sa présence comme une arme. Ils étaient à 3 miles de là quand Lily dit doucement contre son épaule. « Il m'a appelé Lily Bird. »« Je sais, » dit Matthew, de la même manière que mon père. « Je sais. » Elle resta silencieuse un moment. L'obscurité les entourait, douce et vaste. « Matthew, oui, mon père vous aurait apprécié. » Il ne répondit rien à cela pendant un long moment. Les chevaux se déplaçaient dans l'obscurité et la chaleur de l'été ne s'était pas complètement dissipée, même à cette heure, et la respiration d'Amos était la chose la plus stable au monde. « J'espère bien, dit-il finalement. » Elle ne dit rien d'autre, mais il la sentit se détendre légèrement contre son dos. Pas un effondrement, juste un petit abandon d'une petite partie du poids qu'elle portait. Et il pensa que c'était quelque chose. Il pensa que c'était en fait beaucoup. Devant eux, Sullivan était au chef-lieu du comté en train de monter un dossier. Devant eux se trouvait une salle d'audience, un juge et un avocat nommé Crane, qui ne comprenait pas encore que l'enfant qu'il avait essayé d'effacer chevauchait dans l'obscurité avec un registre et un témoin, et un homme qui avait décidé, quelque part entre un poteau de clôture et une porte d'église, qu'il en avait assez de laisser les mauvaises personnes gagner. 16 jours, ils continuèrent leur route. Sullivan les accueillit à la porte de son bureau avant même qu'ils n'aient fini de monter les escaliers. Il regarda le révérend. Il regarda le paquet sous le bras de Matthew. Puis il regarda Matthew avec une expression qui était à moitié soulagement et à moitié quelque chose qui n'avait pas encore décidé ce que c'était. « Vous l'avez eu, dit Sullivan. « Il est venu de son plein gré, dit Matthew, ce qui est plus que je ne peux en dire pour le reste de cette situation. » Le révérend tendit la main. « James Gale, je crois comprendre que vous êtes l'avocat. » John Sullivan. Il la serra. « J'ai entendu votre nom 2 fois au cours des 12 dernières heures. Les 2 fois de la part de personnes qui avaient grandement besoin de vous.
C'est généralement ainsi que le Seigneur arrange les choses, dit le révérend sans ironie et entra. Sullivan ferma la porte et se tourna vers Matthew, la voix basse. L'avocat de Crane a déposé une requête modifiée ce matin. Il demande au juge de statuer sur les documents existants avant la date de l'audience. Il essaye de clore l'affaire plus tôt. Matthew sentit le froid le parcourir. Peut-il faire ça? Il peut essayer. J'ai déposé une contre-requête il y a 1 heure, établissant la revendication contestée de Lily et son intention de comparaître. La mâchoire de Sullivan était serrée. Le juge n'a pas encore statué sur aucune des 2 requêtes, mais cela signifie que nous n'avons plus 16 jours. Nous n'en avons peut-être plus que 3 ou 4. Dans combien de temps pouvez-vous être prêt? Je suis prêt depuis hier. Il regarda Lily, qui se tenait juste à l'intérieur de la porte, écoutant chaque mot avec cette attention concentrée et sans ciller. Les registres du comté sont arrivés ce matin. J'ai trouvé un enregistrement de naissance, partiel, quelques dégâts des eaux, mais ton nom y est. Le nom de ton père y est. Il fit une pause. J'ai aussi trouvé Sam Hollis. Lily s'immobilisa. Il est dans le comté de Grover, à la retraite. Il a répondu à mon télégramme en moins d'1 heure. La voix de Sullivan était prudente, comme s'il posait quelque chose de fragile sur une surface et regardait pour s'assurer que ça tenait. Il a dit, et je cite, « Dites à cette fille que je traverserai l'enfer lui-même pour m'asseoir dans cette salle d'audience. » Lily se détourna d'eux, fit face au mur, posa une main à plat contre celui-ci et respira. Juste respira. Matthew regarda ses épaules, ne dit pas un mot et lui laissa le temps. Au bout d'un moment, elle se retourna. Ses yeux brillaient, son menton était droit, sa voix, quand elle parla, était stable. « Quand allons-nous au chef-lieu du comté? » demanda-t-elle. « Demain matin, dit Sullivan, à la 1 heure. »« Alors mettons-nous au travail, dit-elle. » Ils passèrent le reste de la journée et la majeure partie de la nuit à se préparer. Sullivan repassa tout avec Lily 2 fois. À quoi ressemblerait la salle d'audience, où elle s'assiérait, ce que le juge demanderait, ce que l'avocat de Crane essaierait de faire. Il fut direct avec elle, comme un bon avocat est direct avec quelqu'un qu'il respecte, sans adoucir les angles ni la protéger de la forme de ce qui allait arriver. Elle absorba tout avec la même clarté concentrée qu'elle apportait à tout. Posant des questions pointues et spécifiques, contestant quand quelque chose n'avait pas de sens pour elle, refusant d'accepter la version simple quand la version compliquée était la vraie. À un moment donné, le processus de Crane faillit la déstabiliser. Sullivan expliquait l'argument probable de l'avocat adverse. La perte de mémoire de Lily et l'absence de documents corroborants rendaient sa revendication peu fiable. Et au milieu de cela, Lily dit très doucement, « Il va me faire passer pour une menteuse. » « Il va essayer, dit Sullivan. Il va se tenir devant un juge et suggérer qu'une fillette de 8 ans a fabriqué une revendication d'héritage. » Sa voix était toujours calme, mais il y avait quelque chose en dessous. Qui montait? Oui. Pendant que son client avait 2 hommes près de la clôture de mon père, essayant de s'assurer que je ne survivrais pas assez longtemps pour réclamer quoi que ce soit. Sullivan la regarda fixement. Oui. Le silence dura 3 secondes. Puis Lily dit, « Je veux que le juge comprenne qui est Aldous Crane. Pas seulement ce qu'il a déposé, qui il est. » « C'est ton travail, dit Sullivan. Alors faites-le bien, dit-elle. Matthew, assis dans le coin avec son café, pensa que l'avocat de Crane n'avait aucune idée de ce qui allait entrer dans cette salle d'audience demain. Il pensa que cela allait probablement être un problème important pour l'avocat de Crane. Ils arrivèrent au chef-lieu du comté en début d'après-midi. Matthew, Lily, Sullivan, le révérend, et Sam Hollis, qui avait chevauché toute la nuit et les avait rejoints à l'entrée de la ville, exactement comme promis. C'était un grand homme aux cheveux gris, aux mains burinées et aux yeux honnêtes. Et quand il vit Lily, il arrêta son cheval et la fixa pendant 10 bonnes secondes avant de dire d'une voix qui faisait de son mieux pour ne pas se briser, « Seigneur, aie pitié, tu as les yeux de ton père. » Lily le regarda. Quelque chose sur son visage s'ouvrit, brut, immédiat et complètement sans défense. Le plus sans défense que Matthew l'ait jamais vu. « Je me souviens de vous, dit-elle. Vous avez pleuré à l'enterrement. » Hollis émit un son qui était presque un rire. « Je n'en ai pas honte, dit-il. Ton père était le meilleur homme avec qui j'ai jamais joué aux cartes et le pire menteur. » Il regarda Matthew. « C'est vous qui l'avez trouvé? »« Oui. »
Hollis le regarda de la façon dont les hommes se regardent quand ils mesurent de quel bois une personne est faite et qu'ils sont parvenus rapidement à une conclusion. Je vous dois quelque chose. Vous ne me devez rien, dit Matthew. Dites simplement au juge ce que vous savez. Chaque mot, dit Hollis, et même plus. Le palais de justice était un bâtiment simple qui sentait le vieux papier et l'huile de lampe. Et le juge, un homme nommé Orrin Bill, 60 ans, avec un visage comme un poing fermé et une réputation dans le territoire d'être incorruptible et difficile, était déjà à son banc quand ils entrèrent. L'avocat de Crane était un jeune homme nommé Prescott qui avait de beaux vêtements et une manière lisse et exercée, habitué à travailler dans des salles où l'autre partie était moins préparée. Il regarda les témoins rassemblés par Sullivan avec une expression qui recalcula quelque chose rapidement, puis devint soigneusement neutre. Crane était là aussi, dans la galerie. Matthew ne l'avait jamais vu auparavant. C'était un homme bien habillé d'une cinquantaine d'années, large d'épaules, avec un visage large et de petits yeux qui parcoururent la pièce, avec l'évaluation efficace d'un homme qui passait sa vie à calculer la valeur des choses. Ses yeux se posèrent sur Lily, y restèrent 3 secondes, puis s'en détournèrent. Matthew observa cela et le nota. Le juge Bill ouvrit la session sans préambule. J'ai 2 requêtes devant moi et une contestation de la succession. Monsieur Prescott, vous avez demandé une décision anticipée. Monsieur Sullivan, vous avez déposé une opposition. J'entendrai d'abord Sullivan. Sullivan se leva. Il n'était pas un avocat théâtral. Pas de pose dramatique, pas de performance. Il posa les bases de l'affaire comme un homme pose des pierres de fondation. Une à la fois solide, de niveau, chacune supportant le poids de la suivante. L'enregistrement de naissance, le registre de baptême que le révérend Gale présenta de ses propres mains et identifia de ses propres mots avec sa propre signature sur la page. Sam Hollis, qui décrivit la terre et la famille de Daniel Forsyth, et le souvenir vif et spécifique d'une fille aux cheveux noirs appelée Lilybird, qui courait après les poules dans la cour les dimanches matins. Chaque pièce nette, chaque pièce réelle, chaque pièce versée au dossier où l'avocat de Crane ne pouvait pas l'atteindre. Prescott contre-interrogea avec la fluidité exercée d'un homme qui faisait bien cela. Il contesta les dégâts des eaux sur l'enregistrement de naissance. Il contesta l'âge du révérend et la fiabilité d'un souvenir de 30 ans. Il contesta le récit de Hollis comme le souvenir d'un homme émotif plutôt que d'un témoin fiable. Il était bon, mais il fit une erreur. Il regarda Lily assise à la table à côté de Sullivan, le dos droit, les mains jointes, absolument immobile, et il dit sur le ton d'un homme qui a décidé qu'un enfant est l'élément le plus faible. Votre honneur, je soumettrai que le témoignage de la requérante mineure, compte tenu de ses difficultés de mémoire admises et de l'absence de documents la plaçant dans le foyer de son père dans les 14 mois précédant sa mort, devrait être traité comme circonstanciel au mieux. Le juge Bill regarda Lily. « Jeune fille, souhaitez-vous répondre à cette caractérisation? » Sullivan commença à se lever. Lily posa une main sur son bras. Il se rassit. Lily se leva. Elle avait 8 ans. Elle portait la robe en Vichy bleu qui avait appartenu à Eleanor, retouchée de ses propres petites poings soignés. Elle se tenait à la table dans une salle d'audience pleine d'adultes, et elle regarda le juge Bill avec ses yeux sombres et directs, et elle dit « Le nom de mon père était Daniel James Forsyth. Il a construit sa propriété de ses mains en partant de rien. Il a planté des arbres qui poussent encore sur cette terre. Il a creusé un puits à l'été de 1869 et a gravé les initiales de ma mère dans la maçonnerie parce qu'elle disait qu'elle voulait qu'on se souvienne d'elle dans les choses qui durent. » Elle fit une pause. « Mon nom est Lily Eleanor Forsyth, Eleanor pour ma mère. Mon père m'appelait Lily parce que quand j'étais très petite, j'avais l'habitude de grimper sur des choses que je n'avais pas le droit de grimper. Et il disait que je bougeais comme si je pensais avoir des ailes. Sa voix ne trembla pas. Pas une seule fois. Je sais qui je suis. Je sais de qui je suis la fille. Et je suis ici pour dire à ce tribunal que la terre de mon père m'appartient et que j'ai l'intention de la garder et d'en prendre soin de la même manière que lui. » Elle regarda le juge fixement. « Ce n'est pas circonstanciel, votre honneur. C'est la vérité. » La salle d'audience était silencieuse. Le juge Bill la regarda un long moment. Son visage, qui avait été fermé et illisible pendant toute la procédure, changea très légèrement, juste une seconde,
d'une manière que quiconque regardait attentivement pouvait remarquer. « Asseyez-vous, jeune fille, dit-il. » Sa voix n'était pas méchante. Lily s'assit. Sullivan expira à côté d'elle, doucement, presque silencieusement. Matthew, dans la galerie, ressentit quelque chose qu'il n'aurait pas pu nommer clairement. Quelque chose de grand et de compliqué qui vivait dans sa poitrine et pressait contre ses côtes. Prescott essaya de se reprendre. Il présenta les documents de Crane, les dépôts d'acquisition, le dossier établi de la mort de Forsyth sans héritier, le cadre juridique qu'il avait passé des mois à construire. C'était complet. C'était techniquement solide. C'était le travail d'un homme qui avait bien fait son travail. Le juge Beale écouta tout cela. Puis il dit, « Monsieur Prescott, dans les 14 mois entre la mort de Daniel Forsyth et le dépôt de votre client, la Crane Land Acquisition Company a-t-elle fait le moindre effort pour localiser la fille du défunt? » Une pause. « Votre honneur, l'existence d'un héritier n'était pas... » J'ai demandé si un effort avait été fait, dit Beale. Une autre pause, plus courte. Aucune recherche formelle n'a été menée. Des demandes ont-elles été faites auprès du Bureau des archives territoriales concernant un enregistrement de naissance? Les registres étaient... Il y avait une certaine ambiguïté dans la documentation. Monsieur Prescott, la voix de Beale ne s'éleva pas. Elle n'en avait pas besoin. Le nom d'un enfant apparaît dans un registre de baptême qui se trouve au même endroit depuis 30 ans, sous la garde du même pasteur, dans une congrégation dont la société de votre client était certainement au courant, étant donné que la propriété Forsyth se trouve à 12 miles de cette église. Il laissa cela en suspens. Et aucune enquête n'a été faite. Le silence dans la salle d'audience avait une texture maintenant. Matthew pouvait sentir Crane dans la galerie, pouvait sentir l'immobilité d'un homme qui a compris que quelque chose a mal tourné et qui en calcule le coût. « Votre honneur, commença Prescott. « Je vais rejeter la requête de décision anticipée, dit Beale. Je vais également noter pour le dossier que le schéma d'activité entourant cette succession, y compris la présence d'individus employés par la Crane Land Acquisition Company à Millhaven et dans les jours précédant cette audience, soulève des questions que ce tribunal a l'intention d'examiner. » Il regarda directement Crane. « Monsieur Crane, vous resterez à la disposition de ce tribunal. L'implication de votre société dans cette affaire n'est pas terminée. » Le visage de Crane ne changea pas, mais ses mains jointes sur son genou se pressèrent légèrement plus fort. Matthew le vit. Beale se tourna de nouveau vers les avocats. « Je statue en faveur du droit de la requérante à procéder. Lily Eleanor Forsyth est reconnue par ce tribunal comme la fille vivante de Daniel James Forsyth et l'héritière principale de la succession Forsyth. » Il prit son stylo. La séance est levée. Le marteau tomba. Le bruit qui suivit fut le bruit d'une pièce où les gens qui avaient retenu leur souffle expirent tous en même temps, et il submergea Matthew sans tout à fait l'atteindre, car il regardait Lily. Elle resta assise à la table pendant 3 bonnes secondes après la chute du marteau, les mains à plat sur la surface, les yeux droits devant. Puis Sullivan lui dit quelque chose. Matthew ne put entendre quoi, et elle se tourna pour le regarder, et Sullivan hocha la tête une fois, et elle comprit, et quelque chose sur son visage finalement se relâcha. Pas un effondrement, pas de larmes, ou pas beaucoup, et elles disparurent rapidement. Juste une profonde et silencieuse libération de quelque chose qu'elle avait porté à pleine tension depuis si longtemps que l'absence de ce poids la faisait paraître à la fois plus jeune et en même temps très vieille. Matthew traversa la salle d'audience. Il s'accroupit à côté de sa chaise, comme il s'était accroupi à côté du canapé le premier matin, se mettant à son niveau sans la dominer. « Hé, dit-il. » Elle le regarda. Ses yeux brillaient et son menton était stable. Et sa voix, quand elle la retrouva, une fillette de 8 ans qui avait traversé plus que ce qu'aucun enfant ne devrait avoir à traverser et qui en était sorti de l'autre côté sans perdre une seule chose essentielle. « Nous avons gagné, dit-elle. »« Tu as gagné, dit-il. Je n'ai fait que t'accompagner. » Elle secoua la tête. « Vous avez froissé ce mot, dit-elle. Vous l'avez laissé au vent. C'était le début de tout. » Il la regarda. Je regardais par la fenêtre. Elle dit, « La nuit où vous étiez assis sur le porche, je vous ai vu le déchirer. » Une pause. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que je pouvais vous faire confiance. Matthew resta silencieux un moment. La salle d'audience s'agitait autour d'eux, Sullivan rassemblant des papiers,
Le révérend parlant doucement à Sam Hollis, les gens sortant devant le banc. Vous avez décidé, dit-il. Oui, pas quand vous m'avez apporté de l'eau, ou nourri, ou dit aux hommes de quitter ma terre. C'était des actions, dit-elle. Ce que vous avez fait avec ce mot était une décision. Il y a une différence. Il la regarda longuement. Il pensa à 2 ans sur un lopin de terre sans raison assez solide pour s'y accrocher. Il pensa à un poteau de clôture dans la chaleur et à un enfant enveloppé dans de la toile de jute qui ne pesait rien. Il pensa à la chambre d'Eleanor gardée propre sans savoir pourquoi, et à un cheval qui n'avait laissé personne toucher son visage depuis 3 ans, et à la façon dont la voix d'une petite fille parlant doucement dans la cour avait rendu toute une matinée différente. Lily, dit-il, quand tout cela sera réglé, la succession, les avocats, les papiers, que veux-tu? Elle le regarda attentivement. Pas l'attention de la dissimulation, mais l'attention de choisir les bons mots pour quelque chose d'important. La terre de mon père, dit-elle, et quelqu'un pour m'aider à la prendre. Ça fait 2 choses, oui. Une pause. J'espérais que peut-être une seule personne pourrait être les deux. Matthew la regarda un long moment. Il pensa à une maison avec seulement ses propres pas dedans. Il pensa à la porte moustiquaire qui claque, au café déjà prêt, et à une voix demandant si elle pouvait aider sans en faire tout un plat. Il pensa au poids d'un enfant contre sa poitrine à cheval, et à la façon dont ce poids avait semblé, non pas comme un fardeau, mais comme un lest, comme la chose qui empêche un navire de chavirer en eau trouble. Il pensa à dire qu'il avait besoin de temps pour y réfléchir, ce qui était la réponse prudente. Puis il pensa à ce qu'elle avait dit sur les actions et les décisions, sur la différence. D'accord, dit-il. Elle cligna des yeux. D'accord, j'ai dit d'accord. Elle l'étudia, s'assurant qu'il le pensait, s'assurant que ce n'était pas le genre de d'accord d'accord, qui avait une limite de temps ou une condition attachée. Puis elle hocha la tête une fois, le même hochement de tête sec et sérieux qu'elle lui avait donné dans la cuisine quand il lui avait dit de garder les volets fermés et de rester en sécurité. Le hochement de tête de quelqu'un qui a conclu un accord et a l'intention de le tenir. D'accord, dit-elle en retour. Ils quittèrent le chef-lieu du Quintet en fin d'après-midi, la lumière devenant dorée et longue sur la terre, comme elle le fait en été quand la chaleur a atteint son apogée et que quelque chose dans l'air commence à s'adoucir vers le soir. Le révérend retourna à Millhaven avec Sam Hollis, qui avait insisté pour l'accompagner et n'avait rien voulu entendre. Sullivan resta sur place pour s'occuper des papiers de la succession. Le vrai travail, dit-il, qui prendrait des semaines et ne serait pas intéressant à regarder, mais qui importait énormément. Matthew et Lily prirent la route du nord, retournant vers le ranch, vers la clôture qui avait besoin d'être réparée, et le ruisseau qui avait besoin d'être surveillé, et la terre qui avait jauni dans la chaleur, mais qui redeviendrait verte à l'automne, comme les choses le font quand la saison sèche se termine, et que quelque chose recommence. Ils chevauchèrent sans beaucoup parler, ce qui leur convenait à tous les deux. À un moment donné, Lily dit « Il va essayer autre chose. » Crane. « Probablement, dit Matthew. Sullivan a dit que le tribunal allait enquêter. Ils le feront. Pensez-vous que cela suffira à l'arrêter? » Matthew y réfléchit honnêtement. « Je pense qu'un homme qui a été publiquement nommé dans un dossier judiciaire, avec l'œil d'un juge sur lui, dans une affaire impliquant un enfant, je pense que cet homme a une route plus difficile devant lui qu'hier matin. » Il fit une pause. « Et je pense que les hommes comme Crane comptent sur le silence, sur le fait que personne ne regarde, sur le fait que les gens acceptent la version des événements qu'ils construisent. » Il la sentit écouter. Le silence est rompu maintenant. Ça change les choses. Elle resta silencieuse un moment, y réfléchissant. « Mon père disait que la seule chose que les hommes corrompus craignent, dit-elle lentement, c'est la lumière. Ton père avait raison. Il avait raison sur beaucoup de choses. » Une pause. Je pensais avoir oublié la plupart de lui, mais ça continue de revenir. Comme si la fumée se dissipait. Matthew chevaucha et laissa cela entre eux sans se presser de combler le vide. Au bout d'un moment, elle dit « Matthew, pensez-vous qu'il aurait été heureux de savoir comment ça s'est terminé? » Il pensa à un homme qui avait construit des puits et gravé les initiales de sa femme dans la maçonnerie, qui avait appelé sa fille Lily Bird et joué aux cartes le vendredi soir avec un homme qui l'aimait assez pour pleurer à son enterrement. « Je pense, dit Matthew, qu'un homme qui a construit ce qu'il a construit et laissé derrière lui ce qu'il a laissé derrière lui. »
Le genre de fil qui entre dans une salle d'audience à 8 ans et fait taire un juge. Oui, sa voix était égale, certaine. Je pense qu'il aurait été heureux. Elle ne répondit rien à cela pendant un long moment. La terre s'ouvrait autour d'eux, large, sèche et réelle, le ciel énorme au-dessus. La route droite est chauffée par le soleil sous les sabots réguliers d'Amos. Nous devrions réparer cette clôture en premier, dit finalement Lily, celle du nord avec le fil de fer rouillé. Matthew faillit sourire. C'est la première chose sur ma liste, et le ruisseau a besoin d'être inspecté avant l'automne. Il se détissait. Je sais, et l'herbe du pâturage sud aura besoin de... Lily, quoi, nous avons le temps. Elle resta silencieuse un moment, puis très doucement, de la voix de quelqu'un qui n'a pas toujours pu dire quelque chose et qui le pense très fort maintenant qu'elle le peut. Oui, nous l'avons. Ils continuèrent leur route dans la soirée, vers le ranch, le travail qui attendait et la vie qui commençait. Pas celle qui lui avait été enlevée et pas celle que Matthew avait endurée seul, mais quelque chose de nouveau qui leur appartenait à tous les deux. Construit sur le même sol où un mot avait un jour dit qu'elle n'était le problème de personne et où un homme avait décidé que c'était la chose la plus fausse qu'il ait jamais lue. Personne laissé sur un poteau de clôture et oublié. L'enfant de personne qui devint, contre toute attente, et grâce à la décision d'un homme de se dresser entre elles et tout ce qui voulait l'effacer. Exactement. Et entièrement. Quelqu'un. La sienne. Et il était à elle. Et c'était tout. Indestructible. Indéniable. Inscrit dans la terre de la même manière que Daniel Forsyth avait gravé les initiales de sa femme dans la maçonnerie d'un puits qui était toujours debout. Construit pour durer.